Bonjour à tous, bienvenue chez Google France. Merci et bravo d'avoir bravé à la fois les grèves, les intempéries, les poubelles, le vestiaire. Et bonjour à tous ceux qui nous voient en lien, qui n'ont pas eu la chance de venir jusqu'à nous. Je suis François Braque, je m'occupe de l'équipe Innovation Partner, équipe en charge des sujets Startup, AdTech et partenaires conseils sur la partie média, et notamment sur la partie data marketing pour la partie conseil. Et je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour écouter le témoignage de nos partenaires et de leurs clients sur les cas de data marketing les plus avancés et également écouter les points de vue sur les dernières innovations en termes d'intelligence artificielle. Alors cet événement, il a pour objectif d'apporter quelques réponses, quelques clés à nos clients qui s'interrogent sur leur environnement, qui est de plus en plus complexe. Il y a évidemment une complexité économique avec une période post-Covid qui demande certains ajustements qui sont quelquefois brutaux. On a une complexité réglementaire avec de gros chantiers en cours, notamment autour de privacy. Une complexité technologique, on en a parlé, puisqu'il y a eu des avancées majeures autour de l'intelligence artificielle et des opportunités qu'elles offrent à ceux qui sauront les saisir. Et puis aussi une complexité en termes d'usage et d'attente dans une période post-Covid où les consommateurs ont des usages un peu différents. Et donc pour nous aider et décrypter un peu ces grandes tendances et l'avenir du marketing digital, on s'est rapproché du média Minted et de Nicolas James, expert sur ces sujets, qui va nous aider à mieux comprendre les grandes tendances du marketing digital. Ce sont des discussions qui ont été nourries de rencontres avec les partenaires. Donc ça, c'est la première partie de l'événement. La deuxième partie, ce sera donc la restitution des cas d'usage avancés où nos partenaires et leurs clients mettront en avant leurs cas les plus emblématiques de data marketing. Il y aura également un échange avec Vincent Luciani sur l'intelligence artificielle. Et puis la dernière partie, c'est la partie cocktail où on pourra prolonger les discussions autour d'un verre. Donc un bel agenda organisé par Nicolas et Émilie, que je remercie vivement. Et je vous laisse entre les mains expertes de Nicolas. Merci Nicolas. Merci François. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme François l'a rappelé, je suis Nicolas James, donc le rédacteur en chef de Minted. C'est vrai que quand Google m'a proposé de réfléchir à l'avenir du marketing digital, j'ai été aussi flatté qu'un peu craintif parce que c'est pas une mince affaire. Heureusement, comme l'a rappelé François, j'ai eu le droit de l'aide, en l'occurrence celle des partenaires de Google que je remercie, Artefact, 55, DBI, Converteo et Jellyfish. On s'est tous réunis le temps d'une matinée pour un peu brainstormer. Je ne vais pas vous mentir, même si c'est des gens très brillants, c'est aussi des gens un peu concurrents. Donc au début, ça a été un peu dur de briser la glace. Il y a eu quelques blancs parce qu'on a toujours un peu peur de livrer sa vision. Mais au final, ils ont joué le jeu. Et ça nous donne cette présentation que je vais vous présenter. Je vais essayer de ne pas être trop technique, d'éviter de vous donner trop de chiffres, trop d'acronymes et de mots anglais, parce que finalement tout ça, je pense que vous allez les avoir dans les présentations, parce qu'on va voir dans le détail chacune des technologies. Mais là, je vais plutôt essayer de vous donner une vision et essayer de prendre un peu de la hauteur. Alors, on est parti d'un insight qui est que, comme l'a rappelé François, c'est la fin d'une époque dorée. En fait, aujourd'hui, on est entré dans une ère de régulation, que ce soit la régulation de la part des législateurs, ça à la rigueur, c'est normal, mais c'est vrai que en Europe particulièrement, on n'a pas été épargné. Il y a eu le RGPD en 2018, il y a eu la CNIL qui a fait évoluer ses règles en matière de récolte du consentement au tracking en 2020. On voit que ça arrive aussi maintenant aux États-Unis. Le CCPA a été le premier en Californie, ça s'étend à une dizaine d'États aux US, et là, on attend potentiellement une loi fédérale. Ces règles-là, donc par les législateurs, mais aussi les navigateurs qui sont devenus eux aussi des régulateurs à leur niveau. Si on regarde l'exemple des cookies tiers, c'est vrai qu'aujourd'hui on en a déjà plus sur Firefox et sur Safari, on n'en aura plus sur Chrome a priori en 2024. Et si on regarde ce qui se passe sur l'écosystème in-app, c'est déjà on a eu un peu la même chose sur l'écosystème Apple, avec cette nouvelle mise en place de règles en matière de consentement à l'utilisation de l'IDFA, avec une nouvelle pop-up dédiée, et quand on n'a pas le consentement, la mise en place d'un système qui s'appelle le SCAD Network, et qui met en place pas mal de garde-fous pour s'assurer qu'on respecte bien la vie privée de l'internaute. Alors tout ça, ça donne quoi? Ça donne peut-être la fin du paradigme du web qui a été toujours le bon message à la bonne personne
au bon moment, parce que c'est vrai qu'on voit qu'il y a de moins en moins de cookies qui sont disponibles, parce que du coup il y a ces écueils technologiques, mais aussi parce que le consentement, on voit qu'il baisse. C'est vrai qu'au début des mises en place de règles de la CNIL, les gens étaient assez optimistes, on était là, allez, 90% des gens acceptent, parce qu'aussi je fais des petites dark patterns avec un continu sans accepter, etc. Mais on se rend compte, si vous parlez avec vos clients, avec les annonceurs, avec les éditeurs, que petit à petit, ça commence à baisser, on voit des notions de consentement fatigue, et donc clairement, là-dessus, il y a un changement. Et il y a un changement de paradigme. Et en fait, si on regarde un peu la big picture, finalement, qu'est-ce qui se passe? On passe d'une approche qui était historiquement déterministe, on utilisait un cookie tiers ou un ID publicitaire, souvent un email, pour faire du ciblage, à une approche qui va devenir de plus en plus probabiliste. Comme on a de moins en moins d'identifiants, on est obligé d'aller faire soit du fingerprinting, on voit qu'il y a des ID publicitaires qui sont hybrides maintenant, qui font un peu de fingerprinting, on voit qu'on a des outils comme le SCAD Network sur Apple et prochainement Privacy Sandbox qui vont commencer à faire du probabiliste avec de la donnée agrégée. Et d'ailleurs, c'est le second point, c'est qu'on est de moins en moins sur la donnée individualisée, on va être sur la donnée groupée. Et cette donnée groupée, c'est Privacy Sandbox, c'est le SCAD Network. J'ajoute une autre variable qui est la temporalité. C'est vrai qu'historiquement, sur le digital, ça allait très vite. On voit que de plus en plus d'outils mettent en place des garde-fous sur la temporalité, notamment le SCAD Network et Privacy Sandbox. En fait, on a un peu de délai dans les résultats qui nous sont envoyés, dans les post-back. Ça dure quelques jours et c'est forcément problématique parce qu'aujourd'hui, la mesure, c'est aussi le pilier de l'activation. La plupart des outils d'achat optimisent selon les premiers retours qui leur sont faits via les outils, via des feedback loops. Et c'est vrai que si vous êtes à l'aveugle pendant quelques jours, c'est autant de temps perdu pour rendre votre campagne optimisée. Et donc, la globalité, c'est que finalement, colonne de gauche, on avait un truc qui était hyper homogène. Colonne de droite, on arrive à un truc qui est hyper hétérogène. On se retrouve à jongler avec la donnée déterministe probabiliste, la donnée qui est individualisée, qui est groupée. C'est devenu hyper complexe. Je vous enjoins à regarder à ce qui se passe aujourd'hui sur l'écosystème in-app, parce que c'est exactement ça. C'est hyper hétérogène et c'est ce qui attend le web. Alors, vous me direz, voilà, c'est pas évident de faire votre job, et ça, c'est une discussion que j'ai eue avec un expert du data marketing. Il me disait, j'aimerais pas être CMO ou responsable d'acquisition de nos jours. Pourquoi? Parce que votre job, il s'est considérablement compliqué. Parce que, du coup, il y a ce contexte réglementaire, il y a ce contexte technologique qui est devenu hyper compliqué. On ajoute à ça le contexte économique actuel avec des restrictions budgétaires très fortes qui apparaissent en ce moment. Et aussi le fait qu'aujourd'hui, il y a un point dont on ne parle pas assez souvent, mais c'est que la consommation du média, elle est devenue hyper fragmentée. C'est vrai que finalement, il y a 20 ans, c'était assez facile de toucher votre audience. Je caricature évidemment, mais il suffisait de faire un plan télé, vous étiez sûr de toucher votre audience. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes qui regardent la télé, la DUI baisse, les jeunes regardent de moins en moins. Et donc, si vous voulez toucher ces jeunes, il faut aller sur le digital, mais où est-ce qu'il faut aller? C'est hyper fragmenté. Et donc, en fait, ces médias-là, le prix ne bouge pas trop, mais leur audience, elle diminue. Donc en fait, ça n'a jamais coûté aussi cher pour toucher aussi peu de monde. Et ajoutez à cela, en plus, que maintenant, on vous rajoute une autre obligation, qui est le sujet de l'impact carbone. Aujourd'hui, il faut être capable aussi de penser à ce paramètre-là quand vous gérez votre campagne. Donc c'est devenu vraiment très compliqué. Alors, on ne va pas sombrer dans la morosité. Il faut essayer de dessiner des pistes de choses qui sont possibles de faire, et je pense que ce changement de paradigme, c'est déjà une première opportunité, c'est l'opportunité de bien mesurer. C'est vrai que on a peut-être eu cette image un peu d'Épinal du web où on peut tout mesurer, parce que c'est vrai qu'on avait énormément de données. La réalité, c'est qu'on mesurait tout, mais qu'on le mesurait mal. Si vous regardez la plupart des plans d'attribution des annonceurs aujourd'hui, en réalité, il y en a beaucoup qui mesurent encore au last click, parce que finalement, c'est assez facile, sauf qu'on connaît aujourd'hui les limites de ce modèle. C'est qu'on a tendance à favoriser les médias qui sont vraiment bas de funnel. Il y en a quelques-uns éventuellement qui font aussi du post-view. Donc en fait, ça consiste, tel média me dit qu'il a touché X personnes, et il se trouve que dans ces X personnes, il y en a X% qui, dans une fenêtre de 30 jours, ont réalisé une transaction. Sauf qu'en réalité, je ne sais pas s'il les a touchés parce que lui, il est gros et qu'il touche tout le monde, ou si c'est lui vraiment qui a contribué à la vente. Et on ne va pas se mentir, dans la réalité, il y en a quand même aujourd'hui très peu qui vont sur des modèles, ce qu'on appelle multi-touch, avec un modèle contributif où on rémunère un peu tous les partenaires de l'équation. Moi, j'entends souvent
métaphore du foot où il ne faut pas récompenser que le buteur, il faut aussi aider et récompenser ceux qui ont participé à l'action. Honnêtement, dans le marketing digital, ça arrive assez rarement. Et je pense que l'opportunité, c'est peut-être d'aller vers de la mesure qui est peut-être un peu moins fine, un peu moins réactive, mais qui finalement permet d'aller au cœur des choses. Et le sujet qu'on a peut-être un peu oublié, c'est l'incrémentalité. En fait, aujourd'hui, quand on fait une campagne, c'est pour s'assurer finalement qu'on apporte de l'incrément, que ce soit sur de l'awareness, que ce soit sur la conversion et du business. Et ça, on a des outils finalement qui sont là depuis longue date et qui reviennent, on le voit un peu à la mode. Le panel, finalement, bon, ça se fait beaucoup en télé, ça commence à se refaire à nouveau en digital. Le géolift, on a une zone A exposée, une zone B non exposée, et on regarde quelle est la différence. Et on a aussi évidemment des nouveautés un peu plus technologiques. On a la data clean room et on a des modèles qui vont sur l'économétrie, comme le marketing mix modeling. Et moi, je pense que ce retour à l'incrémentalité, c'est une bonne chose, parce qu'il va vous permettre, de mieux défendre vos budgets, et je pense que vous êtes tous hyper challengés par vos hiérarchies là-dessus, et aussi mieux dépenser. Je pense que le sujet aujourd'hui, c'est plus d'être l'annonceur qui dépense le plus, mais celui qui dépense le mieux. Donc de travailler ce qu'on appelle le frequency capping. Ça, on a des outils comme la data clean room qui nous le permettent, et de s'assurer que finalement, est-ce que cette 7e, 8e, 9e impression sur ce même internaute, elle a vraiment une utilité? Est-ce que ça vaut pas le coup d'arrêter? Et tout ça, c'est pas moi qui le dis, j'avoue, c'est Mark Pritchard, c'est le patron du marketing de P&G. Je sais que c'est un peu le mogul du marketing, donc je me permets de relayer ce qu'il a dit, parce que c'est vrai, finalement, aujourd'hui, on est moins dans un enjeu de dépenser beaucoup que de dépenser mieux, et justement, je pense que c'est l'occasion, pour reprendre ces termes, de reset the bar, parce qu'on est contraint, donc à la rigueur, autant aller vers des choses qui sont bien. C'est quoi les 4 piliers du marketing digital finalement qu'on a identifié avec ses partenaires? Alors je vous accorde, data, carbone, IA, privacy. Vous vous dites peut-être waouh, le mec il nous a fait venir pour nous dire que c'est les 4 piliers du marketing digital. C'est pas non plus rocket science, mais on va essayer de vous expliquer en quoi justement ces 4 dimensions du marketing digital vont devenir plus prégnantes que jamais. La data, alors évidemment, le but, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'on est beaucoup à collecter de la donnée, mais on n'est pas forcément nombreux à la regarder. Aujourd'hui, je pense qu'il va falloir se mettre en condition d'utiliser de la data dans chaque interaction, d'essayer de la processer, de la livrer real-time, même si on a vu que ça va être de plus en plus compliqué, et surtout de la désiloter. Aujourd'hui, je pense que le gros enjeu, c'est de casser les silos. On va en parler après, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les structures en entreprise, le CRM parle rarement aux médias, de sorte qu'en fait, on a un programme CRM qui dit une chose et un programme média qui en dit une autre, en manque d'alignement. On va essayer de voir comment y remédier. Et l'autre sujet, évidemment, dont on vous parle beaucoup, je pense, ces derniers mois, c'est la data first party, qui est devenue hyper importante parce que déjà, factuellement, le cookie tiers disparaît. Et donc, c'est plus intéressant de faire l'effort de construire soi-même ces programmes data first party. Alors, on ne va pas se mentir, ça demande beaucoup d'humilité parce que c'est hyper fastidieux, chronophage, quand on est une marque, de mettre en place une plateforme de contenu, de faire venir du monde sur cette plateforme de contenu, mais c'est indispensable parce que ça va vous permettre de segmenter vos audiences, d'apprendre finalement qui elles sont, et en quelque sorte aussi de vous affranchir, vous, marque, de tous ces intermédiaires sur lesquels vous vous reposiez, que ce soit finalement les grandes plateformes, que ce soit les éditeurs, mais aussi vos distributeurs. On parle aujourd'hui beaucoup de retail média, et on le voit aujourd'hui, le retail média, il ne marche qu'avec la donnée distributeur parce que les industriels n'ont pas de données. Donc first party data is key. Ok, mais on y arrive comment? Là, vous vous dites peut-être, il va nous vendre une nouvelle technologie, potentiellement une technologie Google. En fait, non. Le premier constat qu'on a fait avec nos partenaires, c'est que paradoxalement, la plupart des annonceurs ont fait les branchements et les investissements technologiques nécessaires. On a tous vu ces annonceurs qui lançaient leur DMP, ensuite leur CDP, qui se lancent en data lake. En fait, les technos, elles sont là. La réalité, c'est qu'elles ne sont pas assez utilisées. Et c'est, je pense, là-dessus qu'il va falloir travailler sur l'appropriation et l'évangélisation autour de ces outils. Et en fait, le changement, il est d'abord humain, et je pense que la mission du marketeur à l'horizon 5 ans, c'est vraiment de communiquer. Parce qu'en fait, quand on regarde ce qui se passe au sein de sa structure, il y a un manque de connaissances déjà sur
sur ce qu'il fait, ce qu'il veut mettre mis en place. Prenons finalement tous les outils de dashboarding. Je suis sûr que les marketeurs, voilà, beaucoup de marketeurs installent des outils de dashboarding parce qu'ils se disent que c'est bien, que c'est sympa, ça leur apporte de la nouveauté, sans forcément se poser la question de est-ce qu'ils sont utilisés. En fait, il y a plein d'outils de dashboarding qui sont installés, mais jamais utilisés parce que pas de besoin ou tout simplement pas de connaissances. De la même manière, on se dit, allez, je vais faire travailler, si je suis un distributeur, je vais faire travailler mon réseau pour récolter de la data first party, parce qu'on m'a dit que c'était bien. J'ai vu la présentation de Nicolas James, donc je me dis je vais essayer de booster mon programme de feed. Mais en fait, est-ce qu'on a vraiment évangélisé les gens qui sont sur le point de vente et qui sont les plus à même de travailler là-dessus? Donc ça, c'est le premier sujet. Connaissance, compréhension. Finalement, aujourd'hui, on se rend compte que les marketeurs sont parfois isolés, on ne comprend pas bien ce qu'ils font, que ce soit la direction achat, qui est quand même hyper importante parce que c'est elle qui arbitre les budgets, mais aussi les pôles data, qui sont parfois des pôles un peu transverses. Les data scientists, ils sont dans une BU un peu différente, et ils ne savent pas ce qu'est un ROAS, quels sont les enjeux du média, et je pense qu'il faut beaucoup communiquer auprès de cette population-là pour être capable, justement, dans cette volonté de reprendre la main sur ces sujets data, d'aller vers des choses efficaces. Standard, aujourd'hui, si on regarde la gestion des campagnes sur le volet mesure, toutes les campagnes sont censées avoir une taxonomie qui vous permet de voir si vos campagnes de lancement de produits ont marché, si vos campagnes sur tel environnement ont marché. En fait, une segmentation assez bête et méchante, mais qui est rarement mise en place. Et de la même manière, sur ce sujet data first party, on parle souvent justement de CDP, mais le problème c'est que cette CDP elle a besoin de fuel. Et si on regarde les entreprises, elles ont rarement un registre client unifié parce qu'en fait entre les différentes filiales, chacun a sa manière de collecter la donnée et on se retrouve avec une donnée hyper hétérogène qu'on n'est pas capable d'harmoniser. Et donc le dernier sujet, c'est l'alignement, parce qu'en fait, en réalité, il faut que tout le monde ait les mêmes intérêts. Donc ça peut passer par des incentives, par une vision un peu plus overall, mais en tout cas, c'est important d'avoir l'alignement, et ce, vraiment, du COMEX au point de vente, pour que ça marche. Alors évidemment, donc, vous avez l'humain et l'IA. On a beaucoup parlé IA ces derniers temps. Vous avez tous vu les démos de chat GPT-4, Bard. Maintenant, on a Firefly d'Adobe. C'est sûr qu'évidemment, on parle beaucoup du marketeur augmenté. C'est presque un sujet tarte à la crème. Très modestement, moi, les opportunités que j'identifie pour le marketeur, déjà, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est sur le volet création pub et optimisation des campagnes. On a vu tout ce que sont capables de faire les IA génératives. Elles sont capables de produire des assets publicitaires. On leur envoie un prompt et elles vous créent un asset publicitaire. Là-dessus, ça va nous permettre de gagner du temps. Sur le volet optimisation des campagnes, on n'est pas complètement dans de l'IA, on est plutôt dans du machine learning, mais quand on regarde ce que font Performance Max et l'outil de Meta, finalement, on est en fait sur des outils qui automatisent eux-mêmes l'optimisation et la diffusion de la campagne. Bon, il faut quand même noter que c'est des outils qui appartiennent à celui qui vous vend aussi l'inventaire, donc il faut garder son esprit critique, mais n'empêche, ça vous donne un peu l'intention, et moi je pense que sur l'open web aussi, on va avoir des outils d'achat, les DSP, qui vont soit lancer des features natives, soit, parce qu'ils ont une fonctionnalité qui s'appelle Custom Bidding, permettre à des agrégateurs de se mettre en surcouche pour optimiser les campagnes. Le gros sujet, je pense, c'est l'accessibilité des interfaces. Aujourd'hui, en fait, on se rend compte que le marketing, c'est vraiment l'affaire de techniciens. Si vous regardez le sujet Data Clean Room, qui vous permet de mettre des données de différents providers dans un même espace, il faut maîtriser SQL pour y accéder. Idem pour créer des audiences sur Analytics, pour faire des conditions hors-end, c'est quand même assez ésotérique. Et je pense que si on veut vraiment intéresser toutes les parties prenantes, il faut travailler là-dessus. Et la bonne nouvelle, c'est que finalement, on peut imaginer un chat GPT de l'interface, et on va y venir, parce que justement, tous ces outils-là deviennent multimodaux. Vous leur envoyez des images, vous leur envoyez du texte, et ils sont capables derrière de vous envoyer ce que vous avez besoin. Et donc je pense que ça, cette démocratisation de l'accès aux outils, c'est une très bonne chose. De la même manière que tout le volet alerting et recommandations. Aujourd'hui, la plupart de vos outils de dashboarding, ils sont quand même relativement passifs. Vous avez plein de données, mais c'est assez compliqué de faire de trier le bon gré de livret, de regarder ce qui est intéressant. On voit qu'il y a des outils qui commencent à se mettre de l'alerting. On peut imaginer qu'à terme, l'IA vous permettra de faire la recommandation sur attention, tel CPC baisse, c'est peut-être opportun d'ajuster peut-être ta créa parce qu'il y a une fatigue de la créa, etc. Tout ça, au final, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle parce que c'est du temps qui est dégagé
pour le marketeur sur tout ce qui est paramétrage des campagnes, et c'est du temps qui est dégagé pour les tâches à valeur ajoutée, même si on se rend compte notamment sur le volet IA qu'aujourd'hui les gens passent énormément de temps à affiner leur prompt, et je pense que quand ces IA génératives vont devenir vocales, ce sera peut-être plus facile, ça va enlever une friction, mais en tout cas c'est un sujet que cette gestion de l'IA. L'autre point, c'est le casse-tête de l'impact environnemental de la pub. Là, j'ai scindé le sujet en deux dimensions. Sur le fond, c'est une certitude, c'est que c'est la fin du greenwashing. Aujourd'hui, on le voit, donc l'accusation de greenwashing figure en tête des plaintes qui sont déposées auprès de la RPP. Ça, il va falloir que ça change. Récemment, il y a une marque de prêt-à-porter qui a été retoquée, en fait, parce que justement, elle mettait la dimension éco-responsable sur ses maillots de bain qui, effectivement, étaient dans une matière recyclée, mais qui en fait était fait au Bangladesh. Donc fatalement, ça ne passe plus. On voit que sur la loi climat et résilience, sur le fond, il y a une interdiction de la publicité pour les énergies fossiles. On voit qu'en 2028, les voitures qui polluent le plus seront interdites de publicité. Donc ça, c'est sur la France. En Europe, on a la Green Claims Directive qui va arriver, qui est chapeautée par la Commission européenne, et on parle même, on ne va pas se mentir, d'une loi E20 climat qui interdirait la pub j'ai même vu sur les véhicules thermiques, sur la fast fashion. Alors, je ne dis pas qu'on va y arriver, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, vous, en tant que marketeur, il vous faut surveiller parce que ça aura un impact sur votre manière de communiquer. Comme le sujet de la forme qui, aujourd'hui, pose beaucoup de questions, et le vrai sujet qu'on se pose tous, c'est comment concilier le développement d'un secteur qui cartonne aujourd'hui à la data, à la vidéo et au digital, avec ces impératifs de diminution de l'impact carbone. On n'a pas la réponse, il faut rester très humble là-dessus. Aujourd'hui, on en est au balbutiement. Les sujets, c'est la mesure. On essaie déjà de comprendre quelle est l'empreinte carbone de la plupart de ces campagnes. Aujourd'hui, il y a un gros sujet d'homogénéisation, parce que la plupart des régies lancent leurs calculettes. On manque de standards. Il se trouve que le syndicat des régies Internet et Alliance Digitale ont lancé un référentiel pour essayer justement d'harmoniser un peu la manière avec laquelle chacun calcule. On parle aussi de SPO, le fait que en programmatique, c'est vrai que le programmatique est hyper consommateur de carbone. Donc aujourd'hui, il y a des annonceurs qui se disent je vais me plugger directement à l'éditeur plutôt que de passer par tous ces intermédiaires. On tâtonne, on balbutie, c'est le début, la mesure. Je pense que demain, on en viendra à faire des arbitrages au carbone. On voit qu'il y a un outil d'ailleurs qui a été lancé par des anciens de Google qui s'appelle Greenbeats, qui s'est lancé pour faire des arbitrages sur cette dimension-là. Le dernier point, c'est la privacy. Rien n'est réglé, on n'a toujours pas de cadre juridique. Je rappelle que Privacy Shield, qui a été déclaré caduc en 2020, n'a toujours pas de nouveau cadre légal. Joe Biden a fait une proposition qui a été reçue par la Commission européenne. L'institution qui chapeaute les CNIL européennes récemment a dit « Ok, c'est mieux, mais ce n'est pas non plus parfait ». Donc on n'a toujours pas de solution concrète. Donc il faut continuer à rester en veille. Il faut continuer à communiquer, surtout, vous, marketeurs en interne, pour éviter un peu les couacs qu'on a vus quand l'année dernière, la CNIL a commencé à déclarer invalide pas mal d'outils d'analytics, et que les DPO sont arrivés en mode chevalier blanc à vous dire « Oh là là, il faut tout changer » sans prendre le temps de réfléchir. Je pense qu'il faut vraiment communiquer à votre DPO parce qu'eux-mêmes sont rarement sensibilisés aux enjeux business. Il faut le faire aussi en externe, ça je pense que c'est hyper important. Aujourd'hui, la publicité est vachement stigmatisée. Qui communique sur la publicité? Honnêtement, c'est des associations de défense de la vie privée. C'est Apple qui a un discours hyper hypocrite dans un sens, parce qu'en fait, ils condamnent la publicité cross-site, mais ils en font énormément au sein de leur écosystème. Et en fait, c'est hyper important, je pense, que la publicité et le secteur, peut-être Alliance Digitale et vous, marketeurs, à votre niveau, vous communiquez là-dessus, parce que sinon d'autres le feront à votre place. Je ne sais pas si vous avez vu cette publicité hyper anxiogène du UFC Que Choisir. Je ne suis pas une data, c'est quand même hyper réducteur et c'est quand même aussi hyper inquiétant. Parce qu'en fait, ça ne véhicule pas un bon message, et aujourd'hui, le cookie est devenu le diable, alors que quand même le cookie, ça avait un mérite, c'est que ce n'était pas hackable comme une base de données. Un dernier point, ces 4 piliers, finalement, ils sont enchevêtrés, data, privacy, environnement. Sur ce sujet de la privacy, il y a un sujet qui vient, que je vois émerger, c'est le sujet du zéro party data. En fait, c'est un modèle en fait, c'est la donnée qui est récoltée avec le consentement de l'internaute, mais avec un consentement vraiment conscient. Parce que c'est vrai que quand on dit oui à une pop-up, derrière, on a des cookies qui sont déposés et qui récoltent de la donnée, on n'en est pas hyper conscient.
alors que la donnée qu'on récupère via un formulaire qu'on donne nous-mêmes, c'est de la donnée dont on a purement conscience. Donc ce concept de zéro party data sur la dimension privacy, mais on est sur la dimension environnementale, on parle de plus en plus de data frugalité. C'est vrai qu'au début d'Internet, on se dit vas-y, je vais utiliser toute cette data sans vraiment savoir quoi en faire. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des annonceurs et des marques qui se posent la question, mais est-ce que j'ai besoin de récolter toute cette donnée en fait? C'est un bon sujet. Et même chose sur l'IA. Sur la dimension privacy, aujourd'hui, on voit que toutes ces IA génératives, elles vont piocher dans des bases de données dont on ne sait pas forcément d'où elles viennent, à qui elles appartiennent. Il y a un gros sujet de copyright qui est posé par les médias. Et sur la dimension environnementale, même question pour la data, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'une IA générative qui me pond des milliers de suggestions de créa? En fait, aujourd'hui, on est en train, par amusement, par découverte, de créer énormément de contenu. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces IA qui nous créent du contenu? Je pense que ça, c'est un dernier message qui est pas important à garder en tête quand on est un marketeur, c'est prendre le temps de se poser les questions de pourquoi on fait ça et pour qui on le fait. Et ça implique de penser aussi à son consommateur, parce que l'IA, je pense qu'aussi, elle va pas mal moyenniser. On va tous faire un peu la même chose, comme à l'époque, Airbnb et Pinterest ont moyennisé le goût. IA va le faire la même chose pour le content marketing. Et je pense qu'il faut, au final, il faut penser à ce que vous apportez à votre consommateur, la proposition value. Ce qui retire de venir chez vous, c'est quoi votre brand equity? Et ça, c'est des questions qui sont devenues indispensables à se poser vraiment pour justement sortir son épingle du jeu. Voilà pour ce préambule qui, j'espère, va permettre aux intervenants par la suite de rebondir. J'espère que ça vous a apporté quelques clés de lecture aussi sur ce qu'est l'avenir du marketing digital. Voilà, je vais essayer de ne pas être trop technique, j'espère que c'est réussi. Et je vais laisser maintenant la parole au duo Converteo Fnac Darty. Ils vont expliquer justement comment est-ce qu'ils ont mis la data quality au service de la performance e-commerce. Donc on parlait de ces sujets de liaison entre la data first party et le média, on est en plein là-dedans. Et je vais appeler sur scène Émilie Arnaud, qui est directrice acquisition de Fnac Darty, Guillaume Baudin, qui est partenaire chez Converteo, et Arnaud de Saint-Pastou, qui est groupe Marketplace Director chez Fnac Darty. Je vous encourage à les applaudir. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Du coup, je suis Guillaume Baudin, je suis associé chez Converteo. Peut-être juste en deux mots, donc Converteo, on a un cabinet de conseil spécialisé sur les problématiques de la data et du marketing. Et on accompagne nos clients aussi bien sur des sujets stratégiques que des sujets très opérationnels, aussi bien côté métier que technique, que ce soit sur du média, de l'acquisition, sur les problématiques de la relation client, tous les sujets e-commerce évidemment. Et aujourd'hui, je suis ravi d'être avec notre client Fnac Darty, avec Arnaud de Saint-Pastou qui est directeur de la Marketplace et Émilie Arnaud qui est directrice acquisition, pour vous parler d'un sujet sur lequel on va partir de la base finalement du e-commerce et de se dire quelle est la valeur du produit et comment est-ce qu'on peut générer du chiffre d'affaires et améliorer le chiffre d'affaires à partir du produit et cette data finalement, qui est également extrêmement importante pour l'acquisition, mais également pour le positionnement dans l'ensemble des moteurs de recherche en général. Ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille avec Fnac Darty sur différents sujets e-commerce. On a développé ensemble, avec Arnaud notamment, la plateforme MyRetailing, qui est la plateforme de monétisation de la data et de l'inventaire publicitaire de Fnac Darty. Et donc là, vraiment, on est sur un sujet qui est tout autre, qui est l'optimisation du e-commerce qu'on a pu traiter sur tout 2022 ensemble. Peut-être Arnaud, je te laisse présenter quelle est la data quality et les enjeux que ça engendre. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. On va parler de données produits aujourd'hui, effectivement. Donc la data quality, qu'est-ce que c'est? C'est le monitoring en continu de la qualité de la donnée produit. La qualité de la donnée produit, effectivement, qui compose nos catalogues stockés et catalogues marketplace. Et la data quality, donc ce monitoring, il s'effectue généralement autour de 3 KPI clés, 3 indicateurs. Le premier, c'est le taux de complétion de nos données produits. Est-ce que mes fiches produits sont convenablement complétées? Est-ce que mes attributs et descriptifs produits sont bien renseignés avec une valeur? Le deuxième KPI qu'on va suivre, c'est principalement effectivement le taux de catégorisation. Est-ce que mes produits sont rangés au bon endroit? Est-ce qu'ils sont dans le bon silo, dans la bonne catégorie? Ça peut créer effectivement quelques difficultés de parcours client. Et le troisième indicateur qu'on suit, c'est l'indicateur d'anomalie de valeur qu'on peut retrouver dans certaines fiches produits. Est-ce que mon produit propose la bonne information? Est-ce que l'information est fiable? Alors, je ne vais rien vous apprendre, mais je pense qu'avoir une bonne qualité de produit, c'est essentiel parce que, par définition, ça fluidifie le parcours client, ça le simplifie. On s'assure aussi qu'on propose à nos clients une compréhension exhaustive sur les produits qu'on propose. Et puis, in fine, ça propose et ça permet durablement effectivement d'optimiser les taux de conversion et les taux de transformation. Et ça, en e-commerce, c'est fondamental. Donc, en gros, si on devait synthétiser un peu l'objectif de la data quality, c'est avoir la possibilité d'avoir systématiquement une meilleure accessibilité des produits partout sur le parcours client du site, mais pas que sur le site, effectivement aussi ailleurs, et on va le voir tout à l'heure.
Alors pour schématiser peut-être le sujet, on vous a montré effectivement l'impact d'une mauvaise data quality sur un site, qu'est-ce que ça peut apporter. Et vous le voyez, il y a deux impacts principaux aujourd'hui. Des contenus qui ne sont pas renseignés convenablement ou pas du tout renseignés, qui peuvent créer du déceptif client, qui peuvent limiter effectivement la transaction. C'est ce qu'on voit ici sur le premier item avec la complétion. Donc vous avez des attributs qui ne sont pas complétés, qui ne remontent pas dans la navigation. Et puis vous avez aussi les problématiques de produits qui ne sont pas catégorisés au bon endroit, donc des problématiques de classification. On retrouve des casques dans les accessoires photos. Et ça peut compliquer drastiquement le parcours client. Donc l'ensemble de ces sujets fait qu'effectivement ça a des impacts sur la conversion si on n'y prête pas attention, ça a des impacts par définition sur l'indexation, c'est-à-dire que vos produits ne remontent pas dans votre search interne, en SEO, et puis ça a des impacts aussi accessoirement sur nos obligations réglementaires, puisque si vous avez par exemple pas de données obligatoires disponibles sur votre site, comme les fiches énergétiques, comme les indices de réparabilité, etc., vous vous mettez en risque tout simplement avec le régulateur. Et donc, comme on le voit tout à l'heure, on l'a vu tout à l'heure dans la slide précédente et on le voit ici sur ce chart, la grosse difficulté qu'on a autour de la data quality, c'est le volume de produits. Vous avez vu qu'on a un référentiel de plus de 20 millions de produits actifs avec 2 millions de créations de produits par an, donc c'est colossal. La grosse difficulté qu'on a, c'est qu'on a un volume de produits qui est majoritairement issu de la marketplace et sur lequel on a une qualité de produits moins importante que celles qui sont issues de nos fournisseurs. Et ça crée effectivement des gros décalages. Peut-être du coup, côté acquisition, quel est l'impact et comment est-ce que tu récupères cette donnée-là et comment tu conjugues avec pour maximiser le chiffre d'affaires? Alors effectivement, donc, je pense que tout le monde dans l'assistance est familier avec le fonctionnement des campagnes Google Shopping. Donc les campagnes Google Shopping, elles sont alimentées par de l'information produit qui est envoyée depuis nos catalogues dans le Merchant Center. Et donc, avant même de se parler de pilotage média, d'enchères, c'est vraiment la qualité de données qui est au cœur de la performance de nos campagnes. Donc évidemment, Arnaud l'a souligné, il y a la notion de complétion, la notion de catégorisation, parce que si votre client il tape lave-linge, il ne veut pas qu'on lui affiche un lave-vaisselle. Mais au-delà de ça, il y a des guidelines supplémentaires qui sont vraiment liées au fonctionnement de shopping. Ces guidelines, elles sont là pour que l'utilisateur du moteur de recherche ait évidemment la meilleure expérience possible, mais elles sont là aussi pour que nous, en tant qu'annonceurs, on ait une efficacité de campagne qui soit garantie. Donc, elles ont trait, notamment en complément avec ce qu'a expliqué Arnaud, à la qualité des images. Et j'insiste vraiment sur les images parce que ça peut être un peu, quand on pense complétion, catégorisation, on ne pense pas forcément aux images. Et il y a vraiment cette notion qui est importante. Sur Shopping, non seulement il faut des images, il faut des images de la bonne taille, de la bonne définition, il faut qu'il n'y ait qu'un produit, il ne faut pas qu'il y ait d'overlay. Donc je pense que vous connaissez tout ça, mais c'est important d'avoir un catalogue qui remplit ces critères. Et puis, il y a aussi des notions, pas simplement de catégorisation, mais aussi de complétion d'attributs pour pouvoir maximiser l'utilisation qu'on fait de la surface d'expression qu'on a sur l'annonce et derrière, pouvoir avoir un meilleur CTR et une meilleure conversion. Et là, ce qu'on voit, c'est que... Alors, le contre-exemple, c'est Darty.com, c'est nous. Le bon exemple, c'est Castorama. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes de Castorama dans l'assistance. Mais voilà, ce qu'on voit, c'est que l'annonce Castorama, c'est une annonce qui est bien plus pertinente que l'annonce Darty. Pourquoi ? Parce que quand je cherche un lave-linge, l'utilisateur a déjà, le client, le prospect, a déjà des informations sur la classe énergétique, sur la puissance. Donc, on sait que c'est vraiment un clic qui va être qualifié et qui maximise sa probabilité de conversion derrière. Et on reviendra dessus tout à l'heure. Et grâce à Converteo, on a pu, nous, estimer la progression de CTR qu'on pourrait avoir en ayant des annonces mieux complétées. Et c'est de l'ordre de 20%. Du coup, vous l'avez compris, on s'intéresse à la base, directement au produit, à la data du produit, à la complétion. Évidemment, la marketplace joue un rôle important là-dessus. C'est pour ça que tu es à nos côtés, Arnaud. Est-ce que tu peux juste nous représenter du coup le flux de données, sa provenance, toute l'organisation qui est autour pour pouvoir essayer de craquer ce sujet finalement et comment est-ce qu'on s'est mis en ordre de marche? Exactement. Du coup, nos catalogues, comme vous l'avez vu, sont colossaux. Ils sont composés de différentes sources et avec forcément des structures de données très différentes, très hétérogènes.
qui proviennent de nos fournisseurs en direct, qui proviennent de nos vendeurs marketplace. On a 3000 vendeurs, donc autant de sources de données différentes, de taxonomies différentes, vous imaginez un peu le problème. Et des mégabases, typiquement CNET, IceCat, qui permettent effectivement d'alimenter l'ensemble de ce catalogue. Donc face à cette volumétrie, il a fallu s'adapter techniquement et humainement pour pouvoir organiser et pour pouvoir corriger les problématiques de data quality qu'on a. Et avant de s'organiser, il a fallu aussi identifier, quantifier le phénomène et avoir de manière très précise un diagnostic des problématiques qu'on rencontre et des actions à mettre en œuvre. Du coup, ce que vous voyez ici, c'est qu'on a, pour comprendre un petit peu ce phénomène et ce process, on a développé sous Data Studio un dashboard qui nous permet aujourd'hui d'avoir une photo temps réel de ce que constatent les clients sur nos fronts et sur nos sites et qui nous donne des indications très précises des éléments qui manquent sur les attributs produits et des éléments qui sont mal catégorisés dans l'ensemble de notre chaîne de catalogue. Et autour de ça, une fois qu'on a l'information, on a organisé 2 process de correctif. Un qui est un process automatisé. On a développé des algos qui permettent aujourd'hui de faire de la complétion automatique qui vont par définition extraire des valeurs manquantes sur un attribut produit, qui va les chercher par exemple dans un descriptif produit, dans un titre produit, ou alors dans des textes riches, par exemple des commentaires postés par des vendeurs marketplace ou des clients. On va extraire cette data et l'algorithme va le réinjecter automatiquement en base et dans les éléments manquants. Deuxième élément et deuxième process, si on n'a pas la possibilité de passer par du process automatique, on passe par un enrichissement manuel. On a développé une équipe de 5 data analysts et de data quality managers, si on peut appeler ça comme ça, qui traitent la data au quotidien et qui réinjectent manuellement les éléments manquants, notamment dans ce catalogue et dans cette base. Alors, ce process il nous a permis quand même de gagner des points significatifs. On a gagné 40 points de taux de complétion sur des univers produits stockés, ce qui est massif depuis 2 ans. Et on a gagné à peu près 20 points de taux de complétion, notamment sur les produits marketplace, ce qui est tout aussi colossal quand on sait que c'est 70% du catalogue. Donc, le process est là. Il nous a permis de faire des gros progrès, des gros bonds en avant. On a réussi à corriger une grosse partie du stock de produits existants. Par contre, au moment de la création du référencement du produit, on n'a pas toujours une qualité produit optimale. Et donc, le problème, on va dire ça comme ça, on continue à remplir la baignoire avec de l'eau qui n'est pas toujours très propre. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à Converteo. Du coup, effectivement, il y a 2 millions de nouveaux produits par an, c'est ce que tu me partageais. C'est ça. Une équipe de 5 personnes pour corriger quand ce n'est pas complété. C'est ça. Donc forcément, on s'est posé pas mal de questions et on a décidé de développer une plateforme en fait, pour traiter ce sujet-là. Donc on a réuni des équipes. Nicolas en parlait tout à l'heure, c'est important de réunir les équipes pour traiter des problématiques marketing. Pour développer cette plateforme, on a décidé de faire d'abord un MVP en 3 mois pour démontrer que ça avait de la valeur et que ça pouvait générer de la performance et surtout des économies en réalité à la fois de temps, de traiter plus de produits possibles, et puis derrière que ça pouvait avoir un impact positif évidemment sur le parcours consommateur sur le site, en termes de taux de conversion, en termes de mise au panier de produits, et puis derrière aussi l'impact que ça pouvait avoir sur les campagnes d'acquisition Google Shopping. Donc on a développé cette plateforme qui est live aujourd'hui, qui est interne évidemment à Fnac Darty. Ça a été du coup une méthodologie agile qui a été utilisée pour le développement de cette plateforme, avec à peu près 50 personnes qui sont intervenues sur le projet, avec vraiment cet objectif d'avoir un MVP très rapidement pour démontrer la valeur, parce que finalement derrière on voulait réussir à débloquer évidemment plus de fonds pour pouvoir aller mettre en place les cas d'application les plus avancés. Aujourd'hui, ce que fait la plateforme et ce qu'elle doit faire encore dans les semaines à venir, c'est finalement, elle fait à la fois de l'autocomplétion, elle va venir compléter des informations à partir du moment où les informations peuvent être connues de X ou Y façon. Elle va venir pour recatégoriser des produits à partir du moment où on arrive à détecter par du contenu finalement que le produit, comme on a vu tout à l'heure le casque audio, forcément, il est sans doute très mal catégorisé quand il est dans les appareils photo. Et donc finalement, tout ça de manière automatique. Et ça permet à l'équipe des 5 personnes de pouvoir voir en temps réel et de lancer évidemment les différents batchs d'optimisation pour pouvoir corriger les choses. Et dernier point qui est non négligeable aussi, c'est que finalement les produits peuvent être refusés. Et donc de facto, quand elle est refusée, on renvoie au fournisseur de données la raison pour laquelle ça a été refusé, pour qu'il puisse lui aussi potentiellement prendre en compte le cas de figure et comprendre pourquoi ça a été refusé, et donc potentiellement corriger, ou en tout cas ne pas se fâcher avec les équipes Fnac Darty, évidemment, sur le référencement des produits. Peut-être maintenant, Émilie, le miroir et regardez quel impact ça a sur Merchant Center. Oui, tout à fait. Alors voilà, donc nous on était partis. Donc ce que vous voyez, le joli funnel bleu que vous voyez, on avait fait un diagnostic appuyé sur un outil de data visualisation qui s'appelle Markup, voilà, qui nous. Alors, en gros, si vraiment il vous manque des attributs clés, il n'y a pas d'image, vos produits ne rentrent pas dans le Merchant Center. Ensuite, nous, quand on a fait cette analyse, en fait, ce funnel, ce qu'il montre, il montre à partir du nombre de produits qui rentrent dans le Merchant Center,
combien sont cliqués à la fin. Et en fait, ce qu'on voit, et nous, ce qui nous embêtait, c'était vraiment la zone entre targeted et impression, avec un très bel accent, que là, on a vraiment de la déperdition. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en gros, dans nos catalogues produits, il y a quasiment 100% des produits sur lesquels il y a des requêtes. Jusque-là, tout va bien. En revanche, on en perd plus de la moitié. Donc, il y en a plus de la moitié qui ne remontent pas dans des annonces, qui ne s'impriment pas. Et on voit qu'on a encore beaucoup de déperdition au niveau du clic. Et donc, c'est là qu'on avait des difficultés, nous, à comprendre exactement ce qui se passait. Et donc, Converteo a mené une analyse de nos flux, une analyse extrêmement complète, donc, basée sur une quarantaine de critères. Donc, il y a vraiment eu un audit des flux et du setup des campagnes pour comprendre, justement, dans cette déperdition, ce qui était de l'ordre de la data quality et ce qui était de l'ordre du setup des campagnes et du niveau d'enchère. Et donc, on a eu un diagnostic très synthétique, très complet, qui nous a permis de déterminer ce qui était de l'ordre, notamment de la complétion, parce que c'est ce que disait Arnaud. En fait, on a des produits sur lesquels, voilà, on a les basiques, mais il nous manque quand même des informations clés. Et puis, on avait aussi beaucoup de doublons dans les informations. C'est-à-dire que les descriptions étaient remplies, tout était rempli, mais en fait, c'était beaucoup en doublons. Par exemple, vous avez un modèle de smartphone, en fait, on va avoir exactement les mêmes informations pour le modèle noir, le modèle rouge, le modèle vert, et pour les différents niveaux de puissance. Et donc, c'est là que ça venait handicaper les performances de nos campagnes. Et donc, grâce à l'audit qui a été mené par Converteo, et grâce au fait qu'on a pu trier les causes principales de déperdition, ça nous a permis de mettre en œuvre une roadmap d'optimisation. Une fois qu'on récupérera de la data de meilleure qualité, comment on met en place une roadmap spécifique d'optimisation, notamment sur la concaténation de nos titres, notamment sur les informations qu'on peut faire remonter dans les annonces, pour gagner en performance. Finalement, aujourd'hui, faire des campagnes d'acquisition et piloter des campagnes sur Google Ads, c'est un sujet de flux. Maîtriser le flux devient clé, évidemment, savoir quel produit on a envie de diffuser et ne pas être finalement limité techniquement par les outils par défaut. Et le fait de traiter le sujet à la source, ça permet vraiment, surtout dans ce contexte en plus macroéconomique, d'aller chercher de la performance, d'aller chercher du chiffre d'affaires additionnel. Le fait de travailler la marketplace a un potentiel de chiffre d'affaires de 100 millions d'euros additionnel. Le fait de travailler le parcours consommateur et d'améliorer évidemment le référencement des produits, ça a un potentiel d'augmentation du taux de conversion de 12%. Et puis derrière, sur les campagnes shopping, il y a un budget constant, il y a un potentiel de chiffre d'affaires également additionnel, incrémental, d'1 million d'euros. Donc c'est non négligeable évidemment comme cas d'application, surtout dans cette période évidemment, on n'a pas forcément envie d'aller investir beaucoup plus de budget pour aller chercher de l'acquisition additionnelle. Finalement, se recentrer sur soi-même et sur sa data, c'est sans doute l'élément clé du moment à aller chercher. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc on a vu là comment justement un annonceur utilisait la data produit pour optimiser aussi son média. On va voir là comment un annonceur utilise la donnée trafic, en l'occurrence Deezer aussi, pour faire un meilleur mix média. Je vais appeler pour parler de ça sur scène Sherina Khalidi, qui est Director of Performance Marketing chez Deezer, et Elsa Badinier, qui est Media Consulting Director chez Artefact. Je vous laisse la scène. Bonjour à tous, je suis Elsa Badinier, directrice chez Artefact, et je suis ravie d'être avec Sherina Khalidi aujourd'hui, directrice of Performance Marketing chez Deezer. En 2 mots, je présente ma paroisse. Donc Artefact, c'est un cabinet de conseil en data marketing et une agence média digitale. Sherina, je te laisse nous présenter Deezer et vos enjeux. Avec plaisir. Alors Deezer, Deezer, c'est une start-up française qui a été créée en 2007 déjà, dans une cuisine. Et aujourd'hui, c'est une boîte de 600 passionnés de musique. On est tous basés à Paris.
Donc ça, on est un des leaders du streaming musical, pour ceux qui ne nous connaissent pas. D'un point de vue stratégique, aujourd'hui, l'enjeu pour Deezer, c'est vraiment d'aller gagner en rentabilité. Et donc à cet effet, ça fait quelques années qu'on a vraiment placé l'acquisition de nouveaux utilisateurs au cœur du réacteur chez Deezer, avec énormément de ressources côté data, côté produit, et évidemment une équipe d'experts dans la team performance marketing pour effectivement aller chercher la rentabilité, en particulier évidemment de nos campagnes d'acquisition. Elsa, donc je te renvoie une question. Peux-tu nous dire comment les équipes d'Artefact ont travaillé la performance des campagnes Deezer ? Tout à fait. Donc nous, on a accompagné Deezer de 2016-2017 à 2022 jusqu'à leur internalisation sur tous les médias digitaux. Et l'approche qu'on a eue sur tous les leviers, ça a toujours été de placer le KPI de pilotage de nos campagnes toujours plus haut, un cran plus loin dans le parcours client. Donc ça s'est traduit de cette manière-là en 2017-2018, quand on lance vraiment les campagnes UAC, donc Universal App Campaign, les campagnes de téléchargement d'app Google. At scale, on est tout d'abord sur un objectif de téléchargement et assez vite, on passe sur de la registration. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2018, les campagnes du UAC, c'est un peu la ruée vers l'or quand même pour l'annonceur, n'importe quel annonceur qui a une app, parce que c'est énormément de volume à des coûts très intéressants. Donc, il y a un vrai besoin quand même de qualifier ces conversions pour ne pas investir un peu n'importe comment. En 2020, on est passé à la souscription. Donc, c'est quand même un KPI qui est assez engageant puisque l'utilisateur rentre ses coordonnées bancaires. Donc, on est quand même allé beaucoup plus loin. Ensuite, on a continué à mieux qualifier notre KPI en rajoutant des événements secondaires comme le stream le jour 0, stream jour 1, stream jour 7, etc. Et puis, depuis 2021, l'objectif, c'était d'intégrer la LTV comme KPI de pilotage de nos campagnes, donc la lifetime value. Le souci, c'est qu'à ce moment-là, on est limité par notre stack outils. Donc, en parallèle, on décide de lancer avec nos équipes DNA qui accompagnaient Deezer sur leurs outils analytiques, une mission de data quality, notamment parce qu'on a vraiment des enjeux d'écart de données entre nos outils publicitaires, les outils analytiques Deezer, les outils analytiques de Deezer et tous les outils propriétaires de Deezer. Ce qui sort de cette mission, c'est que GA4 va être l'outil le plus approprié pour Deezer à ce moment-là. Alors Elsa, du coup, pourquoi avoir choisi GA4 ? Alors GA4 pour deux principaux intérêts pour Deezer à ce moment-là, c'est que le premier, c'est l'outil qui va permettre de faire une réconciliation web et app au niveau activation et analytique. Et puis le deuxième point, c'est qu'un GA4 va être beaucoup plus puissant que Universal Analytics, qui est l'outil analytique de Deezer à ce moment-là, notamment grâce aux data models qui sont développés par GA4, puisqu'on n'est plus limité par la vision session uniquement. Donc on décide de lancer la mission GA4. La mission GA4 et d'implémenter la LTV. Je te laisse nous présenter les différentes étapes du parcours et puis le modèle opératoire. Oui, alors effectivement, avant de rentrer dans le détail des étapes, pour vous mettre un peu dans le contexte, notre KPI, quand je parle vraiment d'aller chercher à gagner en rentabilité chez Deezer, notre KPI aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la LTV SAC. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas ces sigles, on parle vraiment de lifetime value divisé par la sub-acquisition cost. Lifetime value parce qu'on est un modèle à l'abonnement payant. Et donc, pour le coup, c'est vraiment un challenge pour nous à l'acquisition d'avoir un KPI tel que la LTV SAC. Parce que quand on parle de LTV, la lifetime value, on parle d'une LTV forcément prédictive. Donc, du coup, c'est pas un KPI très fiable en réalité, puisqu'elle est prédictive. Elle peut changer a posteriori en fonction des taux de conversion de la période d'essai gratuite vers l'abonnement payant. Et évidemment, monitorer des campagnes sur la base de la LTV SAC, c'est un vrai challenge pour une équipe d'acquisition. Et c'est vraiment dans ce cadre-là que ça nous a semblé, pour le coup, un passage obligé d'aller chercher non seulement à monitorer la LTV SAC, mais en réalité d'aller chercher à optimiser sur la base de la LTV. Donc une LTV, comme je l'ai dit, qui est nécessairement prédictive. Donc évidemment, on ne savait pas trop comment s'y prendre. La première étape, pour nous, ça a été de nous asseoir avec notre équipe data et de passer énormément de temps sur le sujet pour déjà essayer d'identifier les étapes pour arriver à avoir ce bon niveau d'infos à nourrir aux algorithmes. Et on s'est dit qu'on allait commencer de façon assez simple. Donc c'est effectivement ce qu'on a fait.
On a commencé simple avec une LTV granulaire par offre et par marché. Donc en termes d'offres, chez Deezer, on a l'offre premium, l'offre family, l'offre student. Donc un niveau assez basique. Et on avait quand même dans l'idée, on a toujours dans l'idée d'aller beaucoup plus loin en termes de modèle prédictif de LTV et d'aller in fine vers un modèle de LTV beaucoup plus dynamique qui prendra en compte énormément plus de paramètres pour nous permettre d'aller toujours au plus proche de la bonne valeur à nourrir à l'algorithme. Néanmoins, pour ce test, on s'est limité à ça, ce qui était déjà pas mal. Et les étapes qui ont suivi, forcément, une fois qu'on avait notre LTV, on l'a implémenté dans Firebase. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les technicalités. Mais on en a fait un event dans Firebase pour nourrir GA4. Et après, on a décidé d'un premier marché sur lequel tester. Notre choix s'est porté sur le Brésil de façon assez naturelle pour 2 raisons. La première, c'est que le Brésil, c'est un marché gigantesque. Donc en termes de volume, on savait qu'on aurait rapidement des résultats significatifs. La deuxième raison, c'est que le Brésil, c'est aussi un marché très challenging en termes de rentabilité. Ça n'est pas le cas que pour Deezer. C'est un marché qui est structurellement assez difficile d'être rentable sur ce marché, évidemment, puisque ça reste un marché émergent. Donc c'était le choix parfait pour nous. Et puis, la dernière étape, ça a été évidemment de mettre en place un A/B test en confrontant 2 types de campagnes. Une campagne optimisée au target CPA, donc le bon vieux coût par acquisition fixe tel qu'on l'avait jusqu'ici, confrontée à une campagne optimisée au target return on ad spend, TROAS, via justement cette donnée à la LTV. Elsa, je te laisse parler des résultats. Ouais, donc les résultats plutôt très satisfaisants pour un premier test, puisqu'on a une augmentation du ROS de 24%, une augmentation du taux de conversion et puis une augmentation des souscriptions. Donc on était vraiment ravis. Le next step, et puis d'ailleurs qui est complètement en cours, voire terminé côté Deezer, c'est d'implémenter cette LTV comme KPI de pilotage des campagnes sur tous les marchés de manière at scale. Donc, des campagnes, des résultats très concluants. Sherina, peut-être les next steps pour vous chez Deezer? Alors, évidemment, on a plein de next steps. La première, je l'ai déjà un petit peu mentionné, mais là, actuellement, ce qu'on est en train de faire avec nos équipes data, c'est qu'on a un modèle algorithmique qui arrive à nous prédire cette fameuse LTV. On est en train de l'affiner, ce n'est pas encore exactement ce qu'on veut, mais il est de meilleur en meilleur. Et donc, pour nous, la next step, ça va être vraiment d'être capable d'implémenter cette LTV dynamique, potentiellement via notamment la CDP qu'on est en train d'implémenter en parallèle. Une autre next step, ça va être de chercher à optimiser toutes nos campagnes à la LTV avec donc nos autres partenaires. Et puis, une dernière next step, ça c'est un peu le Graal et on n'y est pas encore du tout. Mais pour moi, dans cette quête en fait de gagner en rentabilité, la next step, c'est d'être capable de proposer la bonne offre au bon user. Là encore, en essayant d'utiliser toutes les technos qui sont à notre disposition. Et donc, je compte quand même pas mal sur l'IA. Alors, c'est pas pour tout de suite, hein, mais ça reste mon Graal. Voilà, ma vraie next step, c'est celle-là. Elsa, j'ai une question pour toi pour terminer. Est-ce que parmi tous tes clients, est-ce que tu as d'autres clients qui cherchent également à avancer sur cette optimisation basée sur le revenu versus le coût par acquisition? Oui, complètement. C'est vraiment l'approche nous qu'on préconise chez Artefact et notamment sur des campagnes, sur des annonceurs qui ont des apps. Donc, on a notamment 2 annonceurs aussi qu'on accompagne dans les industries du travel et de la finance et qu'on pousse vraiment à faire avoir cette approche de on remonte toujours le parcours plus loin et on qualifie toujours mieux notre conversion. Le souci, l'enjeu qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'ils en sont à peu près au moment de Deezer en 2021, c'est-à-dire qu'ils ont un stack outil qui n'est pas adapté, parce qu'ils ont déjà leur outil analytique app qui fonctionne très bien, et donc rajouter un énième outil analytique, ils ne sont pas forcément pour, sauf que, en fait, à minima pour les campagnes Google Ads, sans GA4, sans Firebase, on va être assez vite limité pour implémenter des use cases médias poussés. Donc on est en train d'avoir ces discussions-là avec ces annonceurs. Voilà pour nous. Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes les deux. On va passer sur le nouveau... Oh, pardon, excuse-moi. Le nouveau hot topic du moment,
qui est la Data Clean Room. La Data Clean Room, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est cet environnement hyper sécurisé où un acteur met des données à disposition de tiers. Pour parler de ce sujet, je vais appeler sur chaîne Luc Adam et Thomas Spitz, donc leur ticket Orange Jellyfish, pour vous présenter ce sujet de la Data Clean Room et comment ça permet justement de rester pertinent dans sa manière de parler à ses audiences dans un contexte un peu hyper privacy-centric. Messieurs. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Thomas Spitz chez Jellyfish. Donc, pareil, rapidement, Jellyfish, c'est plus de 3000 experts dans le monde qui accompagnent les clients au quotidien sur des problématiques médias, data et créa. Et aujourd'hui, je suis ravi d'être là pour vous parler Data Clean Room, identité digitale et omnicanalité. Et pour ce faire, je suis avec Luc Adam, un de nos clients historiques chez Jellyfish, qui est Orange. Bonjour à tous, Luc Adam. Donc, je suis Product Owner Data et Intelligence Artificielle chez Orange. Et je souhaitais, avant de commencer à ouvrir un petit peu la boîte autour de cette Data Clean Room et de vous présenter le projet qu'on a implémenté avec Jellyfish, d'abord redonner un petit peu de contexte vis-à-vis de ce projet. Aujourd'hui, on a plusieurs enjeux business stratégiques assez forts, assez importants pour Orange. Un des premiers enjeux, ça va être de continuer à maintenir et développer notre leadership sur notre marché historique qui est les telcos, notamment par l'acquisition de nouveaux clients, ce qui est quelque chose d'assez difficile quand on a une entreprise aussi bien implémentée en France. Le deuxième, c'est sur ces propres clients qu'on a aujourd'hui. On va souhaiter continuer à leur proposer des offres pertinentes, complémentaires avec leurs offres, pour leur apporter plus de satisfaction, plus de personnalisation, mais aussi les faire monter en valeur en interne. Ça, c'est un petit peu notre contexte business qu'on va avoir aujourd'hui. Maintenant, l'idée, et c'est l'idée que tout le monde se pose aussi aujourd'hui ici, c'est comment trouver cette bonne cible. Ce qu'on sait, c'est qu'on a des cibles et des audiences qui sont de plus en plus digitalisées. Aujourd'hui, il n'y a pas de question sur le fait d'utiliser les médias digitales comme un vrai canal et comme un vrai outil d'activation pour répondre à cette stratégie. Pour autant, on a une spécificité, et on n'est pas les seuls à l'avoir, c'est que la majorité, en fait, aujourd'hui, de nos ventes ne vont pas se faire sur notre boutique en ligne, mais bien à travers nos conseillers et 500 points de vente en boutique en France. On se retrouve donc avec un vrai problème, notamment avec la disparition un petit peu, comme le disait Nicolas, de tous les identifiants digitaux, qui va être de comprendre un petit peu quelles sont les interactions en ligne de nos clients quand on les expose et comment ces interactions ont des impacts sur nos ventes en boutique derrière. Et ça, c'est aujourd'hui obligatoire pour pouvoir piloter une stratégie média qui soit efficiente et opérationnelle. Et c'est là où on a commencé à travailler avec Jellyfish, Google, pour pouvoir faire cette Data Clean Room. Alors effectivement, nous on est déjà ravis de travailler avec des acteurs matures comme Orange parce que ça fait partie de ces acteurs qui ont des parcours utilisateurs fragmentés. Et donc la vraie problématique, c'est comment est-ce que je vais mettre en place une stratégie omnicanal à l'ère de la privacy. La privacy, elle nous a tous obligés à redéfinir un petit peu l'identité digitale. On a parlé beaucoup de la fin des cookies tiers et aujourd'hui on a besoin d'avoir un identifiant qui soit robuste, pérenne dans le temps et multi-écran. De l'autre côté, la problématique omnicanal, c'est d'être capable de réconcilier un monde physique avec un monde digital. Le seul identifiant qui est capable de répondre à ces deux enjeux et de les faire converger, c'est l'identifiant CRM avec la reconstruction d'un identifiant autour des données de téléphonie et les données CRM. Si on arrive à faire ça, on va pouvoir se rapprocher de plus en plus du people-based et d'avoir une réconciliation de l'ensemble des touchpoints médias. Donc, on comprend bien, pour faire ça, c'est pas si simple et surtout, ça demande un sous-jacent technologique très fort. Et donc, les projets médias de demain, ce sont avant tout des projets data. Et un projet data, ça consiste en 4 étapes clés. La première étape, c'est la collecte. Comment est-ce qu'on fait pour collecter ces identifiants CRM de la bonne façon? Ensuite, il va falloir les transformer. C'est la phase de data exploration. Comment est-ce qu'on s'assure que le matching il est bien fait, que la donnée elle est performante, afin de pouvoir l'analyser pour en tirer des insights qui vont venir informer l'activation. Et c'est qu'à ce moment-là qu'on va pouvoir activer la donnée de la bonne façon pour faire des activations médias qui ont du sens. Donc le prisme d'activation, il a changé. Et on repart du coup d'un prisme qui est plutôt orienté data, puis activation. Tout à fait. Et en fait, c'est ce qui a tout de suite fait écho chez nous, chez Orange. On parlait un petit peu plus tôt de données first party, notamment de campagne CRM. Nous, aujourd'hui, ce framework, on l'a déjà appliqué beaucoup en interne. Quand je parle d'interne, je parle de campagne marketing CRM. On a construit une vision à 360 de nos clients qui nous permet de les activer en omnicanal, de pouvoir tout mesurer. Alors, je ne vous dis pas que c'est quelque chose de simple à faire. Et je pense que beaucoup d'entre vous savent que c'est un pas difficile à franchir. Mais pourquoi on y arrive aujourd'hui en interne? Parce qu'on a accès à cette donnée, tout simplement.
Ça demande de mettre les bonnes équipes, de suivre les bons processus, mais on a accès à la donnée de nos utilisateurs, de nos boutiques, on a accès à tout ce qui va être le consentement, et on est capable de faire de l'omnicanalité. Le vrai enjeu qu'on avait, c'était de faire cette phase d'omnicanalité et de la transposer à tout ce qui va être paid media. Et ça, on n'est pas capable de le faire parce qu'on n'a pas accès à toute cette donnée, on n'a pas accès à tous ces consentements. Et c'est là où on a eu besoin d'être accompagné du coup par des partenaires. Donc on a Jellyfish, on a Google, on a LiveRamp, on va revenir dessus un petit peu après, qui eux vont nous permettre de passer cette étape et de sortir de ce monde 360, client-based dans CRM, pour aller le transposer derrière à tout ce qui va être nos achats médias, là où pour le coup on a des dépenses assez conséquentes. Alors effectivement, sur la partie média, on est souvent malheureusement à l'aveugle. Donc pour reprendre un petit peu le pouvoir sur sa mesure, il faut qu'on mette en place une solution qui combine 3 acteurs technologiques clés. Le premier, c'est LiveRamp, qui va nous permettre de digitaliser les données CRM d'Orange. Le second, c'est la Data Clean Room d'Orange, Ads Data Hub, qui va nous permettre de matcher cette donnée CRM avec les données médias. Et le troisième élément technologique, c'est BigQuery, qui nous donne le contour cloud pour pouvoir faire les analyses dans un contexte sécurisé. Concrètement, comment ça fonctionne? On a 3 étapes clés. La première, c'est digitaliser les données CRM. Et tout simplement, le but du jeu, ça va être de mettre en face de chaque transaction un identifiant unique pour se rapprocher de cette logique people-based. Une fois qu'on a fait ça, on va faire appel à la Data Clean Room. Le but de la Data Clean Room, c'est de pouvoir faire cette collaboration de data dans un cadre sécurisé. Il y a plusieurs principes qui sont clés dans la Data Clean Room. Le premier, c'est que toutes les données, elles sont agrégées. Donc, on ne peut pas rentrer au niveau utilisateur. Le second, c'est que les acteurs médias, les clients comme Orange, ils restent owners de leurs données. Et enfin, il y a des règles d'agrégation strictes qui fait qu'on ne peut pas sortir des données au-delà d'une certaine limite en termes de nombre de données. Donc, au sein de la Data Clean Room, on va faire le matching pour avoir en sortie. Alors, désolé pour la partie un peu technique, mais vous allez voir, c'est très rapide. Le but du jeu, c'est de pouvoir avoir une table unique avec une transaction, un identifiant et une impression. Une fois qu'on a ça, on peut commencer à passer à la partie analyse et donc d'avoir cette table finale auquel on va avoir accès dans le cloud pour faire des analyses qui vont nous permettre de répondre aux enjeux business. Mais avant ça, il y a quelques enjeux techniques et je te laisse la parole pour ces enjeux-là, Lucas. Tout à fait. En fait, ces 2 premières étapes, la collecte et ensuite pouvoir commencer à analyser et explorer cette donnée. En tant qu'annonceur, on a 2 enjeux, un pour chaque étape. Le premier pour la collecte, c'est vraiment être capable d'onboarder cette donnée CRM. On a aujourd'hui énormément de données CRM chez Orange. Il faut trouver les bons partenaires, être capable de transférer cette donnée et déjà de pouvoir ne serait-ce que connecter les tuyaux. Un des avantages pour le coup est que nous, on a migré énormément de nos données CRM aujourd'hui sur Google Cloud Platform et on trouve des synergies hyper importantes entre toute la partie cloud et la partie advertisement sur la plateforme. La deuxième, ça va être un problème de significativité. Une fois qu'on va commencer à explorer cette donnée, une fois qu'on l'a onboardée, si moi, en tant qu'annonceur, pour 100 millions d'impressions, j'arrive à réconcilier 1000 personnes et 50 ventes, je ne peux pas prendre de décision stratégique vis-à-vis de ça. On ne va pas pouvoir challenger des règles d'attribution, on ne va pas pouvoir rentrer dans de la personnalisation. C'est inutile. Donc c'est là aussi où il faut bien être entouré de bons partenaires qui vont nous aider à faire matcher cette donnée et à atteindre des niveaux de 5%, 10%, 20%, qui vont nous permettre d'avoir des résultats assez significatifs et de commencer derrière à faire de l'activation derrière et prendre des bonnes décisions stratégiques. Merci Lucas. Alors, vous vous souvenez peut-être en introduction, je parlais de 4 étapes clés. J'ai parlé un petit peu de la collecte, Lucas nous a parlé de la partie transformation. Et du coup, maintenant peut-être c'est la partie qui nous intéresse le plus, c'est la partie analyse. À quoi ça nous a servi de mettre tout ça en place? Eh bien de répondre à des questions clés. La première question, c'est quel est l'impact de mes campagnes digitales sur mes ventes offline? La seconde question qu'on a envie de se poser, c'est quelles sont les différences de comportement entre mes audiences digitales et mes audiences offline? Eh bien, ce qu'on a pu mettre en place, ça nous donne des réponses assez concrètes. La première, c'est que 47% des acheteurs en magasin ont été exposés à une campagne digitale. Donc, le digital a un poids conséquent dans le mix média. La seconde information qui fait sens, c'est qu'on nous parle beaucoup de Web3 et de digitalisation. En réalité, aujourd'hui, 73% des ventes, elles se font encore en magasin. On a besoin de toucher le téléphone, de le comparer. Et enfin, on se rend compte que la promotion, elle a un impact beaucoup plus fort sur les ventes en digital. Et d'ailleurs, on se rend également compte que le time to conversion, le temps entre l'impression et la conversion, il est beaucoup plus faible en digital qu'en offline. Donc, un insight, qu'est-ce que c'est? Ça sert soit à venir forger des convictions, soit les challenger. Dans les 2 cas, ça permet de transformer une intuition en action. Et c'est ça qu'on a voulu faire avec Orange. Et on arrive à la dernière étape, l'activation. En fait, si on reprend un petit peu quand même l'introduction qui a été faite par Nicolas, on a eu beaucoup
beaucoup de panique un petit peu quand on a sorti les cookies, quand tout ça a été annoncé, on s'est dit on va plus pouvoir individualiser tout, comment on va faire avec des données agrégées et autres. Ici, on a un exemple concret en fait, d'activation qu'on va pouvoir faire avec des analyses qui restent extrêmement agrégées. Aujourd'hui, de ces insights, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir un premier truc d'activation qui va vraiment toucher notre attribution et nos règles d'attribution. Aujourd'hui, tout ce qui va être search ads, tout ce qui va être display et autres, on n'avait pas cette fenêtre de contribution à nos ventes en boutique, on va pouvoir la rentrer. Donc on va déjà revoir nos règles d'attribution, ça va nous permettre d'optimiser beaucoup mieux nos budgets médias. On a une deuxième chose dans l'attribution, ça va être tout ce qui va être fenêtre d'attribution. Donc à savoir, au bout de combien de temps je considère qu'une impression, pendant combien de temps elle peut avoir un impact marketing. Alors, heureusement, comme le disait Thomas, il y a des intuitions marketing et après de la confrontation. On se doutait quand même, fort heureusement, que lorsqu'on fait une campagne digitale, on convertit plus vite sur le site qu'en boutique. Sinon, c'est qu'on aurait des vrais problèmes de CRO sur notre site. Donc ça, on était quand même assez persuadé que ça fonctionnait comme ça. Mais pour moi, en fait, c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'il y a cette intuition, il y a cette conviction marketing, mais le pas vers un marketing data-driven, c'est de transformer cette intuition en une donnée qui est activable, qui va venir toutes les semaines, qui va venir tous les mois, et qui va nous permettre d'avoir plus juste des fenêtres qu'on va faire un petit peu au doigt mouillé en ayant nos intuitions, mais des vraies fenêtres qui vont être basées sur de la donnée. Ça, c'est vraiment pour toute la partie aujourd'hui qu'on a activée niveau fenêtre d'attribution. La deuxième partie, ça va être le cœur de nos campagnes. Aujourd'hui, cette information, notamment sur le digital, du fait que toutes nos campagnes promotionnelles ont un effet hyper fort sur le digital, ça nous permet de changer notre ciblage. Historiquement, on ne va pas spécialement aller chercher des gens extrêmement digitalisés en ciblage chez Orange. Ce n'est pas le cœur de notre clientèle. Aujourd'hui, lorsqu'on va faire des campagnes promotionnelles, on va changer ça. On va utiliser tous les outils de ciblage à notre disposition, notamment par Google, et pouvoir aller chercher ces audiences qui sont beaucoup plus performantes et directement en sortir de la perf. Sur le plus long terme, on va aussi challenger toutes nos créatives. Aujourd'hui, on a des messages qui sont assez standardisés. On va pouvoir voir comment, avec cette nouvelle connaissance d'audience, et comment, avec cette connaissance aussi qui arrive en boutique, typiquement le fait que les gens utilisent un téléphone, vont le voir en boutique, ça va changer nos messages créatifs, par exemple en invitant les gens à venir tester des téléphones en boutique, sachant que c'est par là qu'ils vont passer. Et donc, en fait, ces différentes insights, on les active dès le début. Qu'elles soient agrégées, qu'elles soient anonymes, elles sont dans le respect en plus de la vie privée de nos consommateurs, ce qui montre en fait vraiment l'intérêt de cette data clean room. Donc aujourd'hui, on est quand même hyper fiers d'être capable d'aborder l'omnicanalité de façon assez concrète. Mais essayons peut-être de nous pencher à ce que pourrait être l'omnicanalité dans 5 ans, 10 ans. Aujourd'hui, en fait, on a une partie de l'équation. On est capable de réconcilier une impression digitale avec une vente en magasin. L'omnicanalité totale, ça sera le jour où on va pouvoir, grâce à cette ID CRM centrale, reconnecter le digital, la vente en magasin et l'impression télé. Donc ça, c'est un peu le Graal, je pense, pour tout marketeur. Et on a vraiment cette conviction que l'identifiant CRM, c'est le bon. On est parti pour développer ces choses-là. Par contre, il y a quelques challenges. Ces challenges-là, en fait, ils sont très organisationnels. Le premier challenge, c'est d'être capable de se fédérer tous pour aller dans le même sens. Que les annonceurs montent en maturité, que nous, agences, on soit capables de se coordonner entre nous avec les différents acteurs technologiques pour aller dans le même sens. Le deuxième challenge, et encore une fois, désolé Nicolas James de te citer, mais le deuxième challenge, il est de prendre en main les outils technologiques. C'est vrai, les outils technologiques, on les a déjà, mais ils demandent certaines compétences techniques sur une data clean room comme Azata où on a besoin d'SQL, donc il va falloir prendre en main ces outils-là. Et le troisième élément, pour moi, c'est un élément de conduite du changement. Il va falloir qu'on s'oblige à voir le marketing comme quelque chose de plus scientifique, qu'on passe sur une vision people-based. Et pour ça, il faut qu'on s'éduque tous à cette vision un peu différente de ce qu'on a connu dans ces dernières années. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci messieurs, merci pour toutes les citations aussi. Hein. C'est sympa. Alors on va parler IA générative, comment ça aide le marketeur digital. Pour parler de ce sujet, je vais appeler sur scène François Braque de chez Google et Vincent Luciani, le cofondateur d'Artefact. Messieurs, je vous laisse la parole pour un dialogue à deux sur le sujet. C'est une discussion au coin du feu. Alors, on va maintenant aborder un sujet qui est dans tous les esprits, sur toutes les lèvres et surtout sur les réseaux sociaux. L'intelligence artificielle et les dernières évolutions, notamment dans l'AI générative. Et pour ça, on a la chance d'avoir avec nous Vincent Luciani, le cofondateur d'Artefact.
société qui est avec quelques acteurs en pointe sur ces sujets, qui pratiquent, mangent, boivent, dorment et aillent depuis quelques années maintenant. Et en discutant avec Vincent, il me disait à la fois son amusement, son étonnement, et peut-être un peu sa frustration de voir cet engouement autour de l'AI, alors que ça fait des années que Artefact pousse l'AI auprès de ses clients. Alors peut-être Vincent, tu peux nous présenter Artefact, ce que Artefact fait auprès de ses clients depuis des années, quels sont les champs d'application de l'AI développés et quelques exemples concrets. Oui, tout à fait. Bonsoir à tous. Merci François. Alors, avec toutes les précautions d'usage, on va parler de cette technologie, parce que la dernière fois qu'on m'a demandé de parler, c'était sur le métaverse et son impact immédiat sur l'économie. Et donc, je dois dire qu'il faut quand même prendre beaucoup de recul. On peut rapidement se tromper c'est pas un exercice facile. Oui, tout à fait. Alors, en un mot, Artefact, je pense que j'ai vu beaucoup de super concurrents aujourd'hui et puis des très beaux cas d'usage en s'inscrivant dans la lignée de ce qui a été présenté, société que j'ai cofondée avec un ancien de Google et un chercheur en IA il y a 8 ans. Nous, on se spécialise vraiment sur l'intersection entre, on va dire, le monde du conseil, la data et l'IA et le digital marketing. Donc, je pense que c'est le cœur du sujet aujourd'hui. Alors, ma perspective sur toute la partie IA générative, c'est à la fois, je pense, une rupture extraordinaire. On voit, c'est incroyable de voir à quel point les gens se sont saisis de cette technologie. Je regardais quelques chiffres. Aujourd'hui, il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, je pense que 100% des gens dans la salle ont au moins testé le moteur. Et ce qui est incroyable, c'est la vitesse de diffusion. Il a fallu qu'une semaine pour avoir 100 millions d'utilisateurs. Donc 1 million d'utilisateurs, pardon. Donc c'est vraiment incroyable. Donc c'est à la fois une rupture, et puis c'est à la fois une grosse continuité par rapport à des choses qui existaient déjà. Donc si je regarde l'IA génératif de façon générale, donc je pense qu'aujourd'hui il y a un peu deux mondes. Donc même si on parle beaucoup de multimodal, il y a quand même l'image d'un côté, le texte de l'autre. Ça va se rejoindre forcément à un moment. L'image, donc on parle beaucoup de DALL-E par exemple. Voilà, mais ce type d'algorithme, et disons l'évolution de GAN, donc Generative Adversarial Network, qui existait depuis, je crois, 2014. Sur la partie texte, donc on parle beaucoup de ChatGPT, c'est l'évolution d'un papier de recherche qui a été émis par Google en 2017 qui s'appelle Attention is all you need, qui a donné BERT, qui est aussi un outil qui a été créé par Google en 2018. Donc voilà, donc ces technos existaient. Ce qui a changé, c'est comme d'hab, on a mis plus de data. Donc, ces outils ont mangé à peu près tout ce qui existait sur Internet. Et on a mis beaucoup plus de computing power. C'est ça qui est impressionnant. Donc voilà, continuité par rapport, on va dire, à la continuité technologique qui existait, mais l'évolution, c'est qu'en fait, c'est dans les mains de tout le monde, et je pense que ça va ouvrir à beaucoup plus de cas d'usage très différents que ceux qu'on traite d'habitude dans l'IA. Parce qu'en fait, dans l'IA, aujourd'hui, quand on traite d'IA, donc tout le monde a un peu sa définition. Nous, on inclut tout à fait toute la partie machine learning dans l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, notamment sur le marketing, quand je regarde ce qu'on fait depuis un certain nombre d'années, en fait, il y a beaucoup de cas d'usage autour de la perso. J'arrive sur un site internet, donc plutôt de façon un peu proactive. Qu'est-ce que le site internet va proposer? Donc là, il y a des algorithmes qui viennent m'aider finalement en fonction, on parlait du cookie, peut-être demain ça sera d'autres paramètres, mais à choisir ce qu'on va mettre sur la page. Donc là, c'est l'intelligence artificielle. Il y a aussi beaucoup de ciblage. Donc là, c'est du clustering, donc de Camins pour ceux à qui ça parle. Donc là-dessus aussi, c'est finalement des algorithmes d'intelligence artificielle. Et il y a aussi, on fait beaucoup de prédictions. Prédiction des ventes, prédiction finalement des tendances. Et là aussi, c'est de l'IA. Donc finalement, ces tendances existent déjà. Ce qui va, je pense, changer beaucoup, c'est qu'en fait, on passe d'un mode où on faisait beaucoup de l'observation, donc qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va pousser, à quelque chose de beaucoup plus dans l'action et dans la création. C'est sans doute ça qui va changer dans les prochaines années. Alors, vous avez créé une sorte de toolkit, une boîte à outils AI avec plein de champs d'application. Est-ce que tu peux nous donner des résultats tangibles, des chiffres, des exemples de choses que vous avez déployées chez des clients et qui viennent en fait, qui font partie de votre boîte à outils et qui viendront ensuite s'appuyer ou en tout cas renforcer la partie générative AI? Ouais, alors sur cette boîte à outils, nous on s'appuie beaucoup sur des choses qui sont quand même open source, on l'évoquait. Sur les exemples de manière, alors je ne vais pas rentrer dans chacun des exemples, mais de manière générale, en fait, l'utilisation de la data dans le marketing, on voit que ça améliore les performances. Et donc, on a fait des études statistiques, il y a des études qu'on pourra partager chez Artefact, où de manière générale, on augmente les ventes de 30 à 40% en moyenne, entre pas du tout d'usage de la data à des usages de la data. Donc, c'est soit via de la personnalisation, soit via du ciblage, en vente incrémentale. Donc, l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, on peut vraiment mesurer ces ventes incrémentales, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore quelques années. Et donc, c'est ça qu'on observe. Après, maintenant, ce qui va être intéressant, je pense, c'est de regarder peut-être les nouveaux cas d'usage.
que vont pouvoir proposer l'IA génératif, et finalement comment ça va être l'évolution peut-être de cas d'usage qui existaient déjà aujourd'hui. Et du coup, c'est intéressant parce que ça va rebondir beaucoup avec des cas qui ont été présentés, notamment, je regardais avec beaucoup d'attention le cas qui a été présenté par Fnac Darty sur le marketplace. Voilà. Je pense que donc, le premier cas d'usage qui va être intéressant, c'est, et notamment dans l'univers du marketing, c'est tout l'univers créatif. Et notamment la création, donc on passe tout de suite à la création publicitaire, mais finalement toute la création artistique, je pense, va être assez chamboulée. Nous, on travaille aujourd'hui avec des marques de luxe, par exemple, pour les aider à concevoir leur packaging produit en utilisant des algorithmes de création, de génération d'images. Donc il y en a plusieurs, certains sont payants, d'autres sont gratuits. On utilise par exemple Stable Diffusion, qui est un algorithme qui est open source, qu'on peut utiliser, et qui, petit détail technique, qui se fine-tune bien. Donc en fait, on peut prendre ces algorithmes et les entraîner sur un corpus de vidéos ou d'images qui est celui qu'on cherche à faire. Donc en fait, au départ, ces algorithmes sont pré-entraînés, et en fait, on vient faire le last mile, entre guillemets, et les entraîner. Et donc je pense que l'univers créatif va être assez chamboulé. Notamment, ça va aller un petit peu plus loin, même beaucoup plus loin que le DCO. En fait, quand on réfléchit au DCO, on était hyper contraint. C'est-à-dire qu'en fait, on vient superposer des calques. Et donc, en fait, voilà. Et imaginer des scénarios qui sont des scénarios d'arbre de décision. Si cette personne-là, elle rentre dans ce type de segment et qu'elle a vu tel et tel message précédemment, alors je vais lui pousser telle et telle création. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, on va pouvoir vraiment faire de la personnalisation. En créant, alors j'ai des exemples aujourd'hui qui ont été testés sur des marketplaces où en fait, on vient créer des fonds qui sont complètement uniques par type de visite. Et donc, je pense que ça va mettre beaucoup plus en valeur les produits. Donc, sur les tests qu'on a fait, ce type de génération qui sont complètement à la volée avec un fond qui est imaginé à partir de Stable Diffusion, ça a augmenté de 20 à 30% les ventes par rapport à des tests qu'on a fait où en fait, c'était du catalogue normal. Et donc, en fait, je pense que dans l'univers de la data, on a énormément travaillé sur les segments d'audience, la personnalisation via de la data. On a finalement, à part le DCO qui a quand même été une belle étape, on a très peu touché à la créa. Et donc ça, je pense que ça va être un impact très, très important. Et du coup, quel impact pour Artefact en termes d'organisation, en termes de proposition de valeur pour les clients ? Alors, sur cet aspect-là, donc nous, chez Artefact, on a la chance en fait, d'avoir à la fois en fait, un studio créa, une agence média et une équipe qui fait de la data. Donc, on est en train de travailler en partie sur cette partie créa, sur voilà, des offres qui correspondent à ça, donc qui puissent permettre finalement, par exemple, d'intégrer nativement des flux d'images issus de Marketplace pour pouvoir les proposer plus rapidement et nativement finalement chez nos clients. Donc ça, c'était peut-être un exemple. Je peux citer un autre exemple qui, à mon avis, va beaucoup impacter. Donc ça, c'était sur l'image. Si je regarde le texte, à mon avis, et je fais référence au projet Fnac Darty qu'on a vu précédemment, un des premiers use cases finalement, parce que ChatGPT, on pense tout de suite aux interactions clients, je pense que ça va être hyper important. Mais si on regarde la partie GPT de ChatGPT, hein, donc finalement qui sont finalement la compréhension un peu plus poussée de la nature des textes, je pense que ça va assez révolutionner la façon dont on fait de la recherche, notamment sur les marketplaces. Aujourd'hui, tout est construit sur un principe de mots-clés. Et donc, il faut labelliser des documents. Et donc, il ne faut pas oublier les labels. Donc, par exemple, si je vends une table, il faut que je précise la largeur, la longueur, la texture de la table. Et le problème, c'est quand on est sur des marketplaces, et c'était très bien expliqué par les équipes de Fnac Darty, en fait, il faut récupérer au maximum les métadonnées. Il ne faut pas oublier des labels. Il faut tout catégoriser. Donc, ça prend un temps de malade. En fait, les premiers retours qu'on a sur ces outils, c'est qu'on va pouvoir potentiellement ne plus se préoccuper de labelliser tous ces corpus de documents et utiliser les outils pour faire des recherches qui sont beaucoup plus vastes, beaucoup plus variées. Si par exemple je vends un téléphone sur une marketplace, on a les labels classiques, hein, le prix, l'autonomie de la batterie, mais j'ai jamais la longueur du câble de recharge par exemple. Mais si moi c'est ça qui m'intéresse, et que la marketplace ne l'a pas labellisé, je serais incapable de trouver cette information. Et en fait, avec des outils type BERT ou GPT, on va vraiment pouvoir explorer la totalité des métadonnées de façon multimodale, donc potentiellement explorer aussi tout ce qu'il y a dans la photo. Donc ça, c'est des tests qu'on est en train de faire aussi en ce moment. Donc ça va permettre de gagner du temps de labellisation et faire des recherches complètement différentes. Aujourd'hui, on fait beaucoup de recherches ciblées sur des mots-clés. Mais je lisais un papier de recherche par des équipes Spotify hier hyper intéressant. Ça va pouvoir permettre de faire des recherches beaucoup plus larges. Aujourd'hui, les gens, quand ils veulent acheter un livre, par exemple, ils cherchent Harry Potter. Ils ne cherchent pas livre pour jeunes de 8 à 12 ans dans un univers un peu fantasmagorique pour faire plaisir à mes enfants. Ça va permettre de faire ce type de recherches qui sont beaucoup plus larges, de moins labelliser, donc de gagner du temps en labellisation de corpus, de faire des échanges aussi, un peu comme ChatGPT, on va pouvoir faire des échanges aussi sur le site e-commerce. Et donc finalement, je pense que ça va à terme renverser un peu la notion de mots-clés uniques
pour aller vers plus la notion de metadata, beaucoup plus ouverte et beaucoup plus large. Voilà, ça, c'est un deuxième exemple, je pense, de choses hyper intéressantes. Donc quelque chose de plus large. Et donc Generative AI pour enrichir la donnée, mais en même temps pour faire de la création à la volée, pour améliorer la performance. Il y a effectivement une évolution majeure autour du Generative AI. Quelle est, à ton avis, la distribution de valeur? Parce qu'on peut imaginer que tout un écosystème va se créer autour de ces avancées. Où est-ce que tu vois la valeur? Est-ce qu'il y a des startups qui vont pouvoir émerger? Aujourd'hui, en fait, il y a un peu deux mondes. Il y a le monde des gens qui font la recherche et puis les mondes des gens qui l'exploitent, si je simplifie vraiment au maximum. Donc les gens qui ont fait la recherche, donc on parle beaucoup d'OpenAI, mais alors il y a un certain nombre de sociétés, notamment des sociétés françaises. Je pense à Hugging Face, qui est une super société qui est partie vraiment sur aussi construire des algorithmes comme ça de façon open source et donc c'est à la fois des gens qui produisent, donc leur algorithme s'appelle Bloom, il a été entraîné sur le plus gros serveur européen qui est celui du CNRS, c'est assez intéressant d'ailleurs. Et aussi, c'est le marketplace de mise à disposition de modèles type LLM. Donc, c'est vraiment, voilà. Et on a d'autres, Stability AI, par exemple, qui est la société de recherche qui est à l'origine de Stable Diffusion. Donc, il y a vraiment une compétition. Et je pense, voilà, Google et DeepMind, voilà, est complètement dans la course également. Donc, il y a cette compétition entre gros labos de recherche. C'est des énormes financements. Entraîner un modèle, aujourd'hui, les retours qu'on a, ça coûte entre 10 et 20 millions, juste un entraînement. Voilà, donc c'est un peu comme lancer la fusée d'Elon Musk, on ne peut pas se planter, quoi. Donc il y a ça. Et après, il y a les usages. Donc finalement, le modèle est entraîné et on vient faire de l'inférence. Et là-dessus, en fait, ça permet toute une galaxie de startups d'utiliser des modèles qui sont pré-entraînés, éventuellement de faire un peu de fine-tuning, avec la notion que certains font du fine-tuning, d'autres font du prompt engineering. Donc il y a un peu les deux chemins aujourd'hui, en fonction de si on a envie de vraiment adapter le modèle ou si on veut juste le contextualiser. Donc voilà. Et donc il y a plein de startups qui vont se greffer. Donc aujourd'hui, il y a eu un recensement qui a été fait par des fonds d'investissement qui investissent là-dedans aux US. Il y a déjà 500 startups qui se disent aujourd'hui faire du generative AI. Je peux en citer deux. Il y en a une qui s'appelle Jasper, qui je pense est assez connue, qui aide les influenceurs à décliner tout leur contenu sur des formats type Instagram. Voilà, donc il y a vraiment du gain de la productivité dans la diffusion. Je peux citer une société française aussi qui s'appelle Photoroom, qui est assez connue, qui fait du détourage d'images et qui les met à disposition des marketplaces, qui est aussi une très belle société. Et donc voilà, il y en a dans l'univers du legal, il y en a dans l'univers du marketing, il y en a dans l'univers de la santé. Et donc ça se sectorise pas mal. Donc moi, ma perception, c'est que je pense que le coût sur ces modèles va énormément baisser. On voit qu'OpenAI a divisé son coût d'entraînement par 10 en l'espace d'une semaine. Et en fait, c'est un jeu finalement de coût fixe. Et donc, ça va énormément baisser. Et donc, ça va permettre, et sans doute, ça va aller beaucoup plus vers des modèles open source. Et ça va permettre à des sociétés de proposer des services additionnels par-dessus. Et donc, ça va être intéressant de regarder l'émergence de ces startups. Nous, notre conviction là-dessus chez Artefact, c'est que c'est toujours pareil. Il faut commencer par tester en utilisant finalement les outils du marché. Aujourd'hui, il y a des API qui existent. Voilà, et sans doute Google a des belles annonces à faire sur le sujet pour pouvoir faire des tests. Et après, si on considère que c'est critique et ça crée de la valeur, notre conviction, c'est qu'il faut internaliser et construire ses propres briques en essayant d'un maximum de leverager les outils open source. Donc j'en ai cité quelques-uns, mais l'idée, c'est d'internaliser. On se rend compte aussi que la valeur de tous ces outils, je pense à GPT en particulier, c'est pas tellement de pouvoir exploiter les fonctionnalités de GPT, mais c'est de croiser, et c'est toujours pareil finalement dans le marketing, c'est de croiser l'intelligence de ces outils avec les données first party. Et en fait, la force de ces algorithmes, c'est qu'on va vraiment pouvoir contextualiser GPT ou ChatGPT avec l'API sur le corpus. Donc si je suis par exemple une société, une assurance ou une banque, et que j'ai envie d'aider mes clients à mieux comprendre, par exemple, les clauses de résiliation ou les clauses de contractualisation, je vais pouvoir entraîner mon algorithme sur le corpus de documents et du coup avoir des réponses très précises et cohérentes. Et c'est ça qui va créer de la valeur pour ce type de use case. Ça rejoint le point de Nicolas sur l'importance de la donnée pour le business et pour le marketing. Quelles vont être les limites, à ton avis, de l'AI générative ? Alors, je pense qu'il y en a un certain nombre. Alors, les premières limites aujourd'hui, c'est que sur le texte en particulier, il y a encore ce qu'on appelle beaucoup d'hallucinations. C'est-à-dire que si on ne contextualise pas assez, si on ne donne pas assez d'informations, l'outil est entraîné pour dire des phrases grammaticalement correctes. Il n'est pas entraîné pour dire des choses qui sont vraies. Donc finalement, c'est un bon communicant, on va dire. Mais voilà, donc il y a un risque de dire n'importe quoi. Donc quand on commence à discuter avec nos clients, la plupart des cas d'usage, en fait, ils ne le mettent pas en front office, ils le mettent plutôt en back office pour éviter finalement, dans un premier temps, de dire des choses qui sont incorrectes. Donc on peut régler finalement la température de ce type d'algorithme pour éviter de dire n'importe quoi, mais il y a cet enjeu on appelle ça des hallucinations. Donc il faut faire très attention, c'est-à-dire qu'il y a ce défi de la vérité, qui est quand même
Voilà, donc on sait que finalement des fake news se diffusent très très bien sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut faire très attention aussi à un peu garant de la vérité. Donc ça, c'est un premier enjeu. Il y a toujours le coût, hein, finalement, utiliser ces modèles. Donc je pense que le coût va énormément baisser, mais ça reste très cher. Donc il faut, je pense, y aller étape par étape, faire des premiers tests, et puis internaliser au maximum en utilisant l'open source qui va permettre de baisser beaucoup les coûts à l'usage. Il y a un enjeu énorme de privacy. Parce qu'en fait, on se rend compte que beaucoup de ces algorithmes, aujourd'hui, donc je pense à OpenAI, finalement, les données sont partagées avec tous les petits copains et aujourd'hui partent aux US. Donc là, Azure vient d'annoncer que finalement, ils avaient créé une espèce de privacy API où les données resteraient localisées en Europe. Mais si j'utilise pas cette version-là, mais si j'utilise la version classique de l'API d'OpenAI, toutes les données d'entraînement sont partagées à tout le monde. Les prompts sont récupérés. Et les données partent aux US. Donc il y a un vrai sujet finalement de privacy. Il y a un sujet d'éthique, j'en parlais, mais finalement, comment est-ce qu'on va s'assurer on va créer beaucoup plus de contenu, de vidéos, de textes, et ça va être beaucoup plus facile de créer des deepfakes. Donc comment est-ce qu'on s'assure finalement que ça va de la véracité des documents. Ça, c'est un premier sujet. Il y a un sujet de propriété intellectuelle des contenus, parce que finalement, quand je suis Google et que je fais un redirect vers un lien, je cite ma source. Si jamais j'utilise ChatGPT, comme finalement les mots qui sortent, c'est la moyenne de ce qui est observé dans le web jusqu'à 2021, il n'y a plus besoin de citer sa source. Et donc finalement, il y a du plagiat qui va se faire naturellement. Comment est-ce que je fais pour garantir finalement la propriété intellectuelle des textes ou des photos qui ont été utilisées? C'est un énorme enjeu. Et enfin, je pense qu'il y a un enjeu environnemental aussi. Ces modèles on parle de centaines de milliards de paramètres. Ça reste très lourd à entraîner. On parle beaucoup de finalement l'IA, la data pour l'environnement. Moi, ce que j'observe, c'est qu'on utilise des modèles de plus en plus gros. C'est un peu la course vers les modèles. Donc la frugalité autour des modèles, ça va être un enjeu aussi important dans les prochaines années, je pense. Ça rejoint encore le point de Nicolas sur la donnée, qualité de la donnée, privacy, propriété de la donnée. Google a lancé l'intégration de Generative AI dans ses outils Workspace, donc ça va démocratiser aussi l'utilisation de l'AI. Est-ce que tu penses qu'on est encore dans une phase, parce que l'AI a connu plusieurs phases, il y a eu ce qu'on appelait des hivers avec un été, donc là il y a beaucoup de bruit. Est-ce que tu penses que c'est là pour durer, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes? Alors c'est là où il ne faut pas trop se mouiller, parce qu'après ça ressort. J'ai l'impression que c'est quand même une évolution majeure. On a vraiment franchi une marche, mais ça n'engage que moi. Si je regarde un peu de recul sur l'IA, il y a eu toute une phase où c'était vraiment des scénarios qui étaient décidés par l'homme, et c'était des phases de si alors, et donc c'était plutôt de l'automatisation. Il y a eu la révolution du machine learning avec le big data, où en fait on a fait confiance à la machine, mais ce qu'on a fait, c'était surtout de la prédiction, de la personnalisation, du ciblage. J'ai l'impression qu'on va rentrer dans une troisième phase qui est hyper importante, qui est une phase plutôt d'assistance à la création, où les use cases vont être vraiment radicalement différents. Je prends toujours cet exemple où en fait, les choses les plus proches qu'on a fait ces dernières années, c'était des chatbots. Artefact, on avait une offre incroyable de voicebot, on n'en fait plus un seul, parce qu'en fait, c'était hyper contraignant. Il fallait décider des arbres. Donc en fait, chacune des situations, on a fait un voicebot pour Monoprix. Il fallait rappeler finalement, il fallait imaginer tous les scénarios. Est-ce que c'était déjà un client, pas un client? Qu'est-ce qui se passait? Qu'il avait perdu sa carte? Là, aujourd'hui, finalement, on n'est plus contraint. Donc l'univers créatif est beaucoup plus large. Donc ça va permettre de faire tout un tas de use cases, soit des use cases autonomes, soit des use cases où on va assister finalement des gens qui vont compléter le use case, et donc on va faire des gains de productivité. Mais dans l'exemple que j'ai donné sur la création artistique, sur la capacité de faire de la recherche, évidemment toute la partie expérience client et interaction, queries sur notamment des back-office pour aller retrouver des informations, je pense qu'on va arriver sur une série de use cases qui au moins n'existaient pas, qui sont des use cases de productivité ou de vente additionnelle. Donc, pour moi, c'est une rupture dans la continuité, parce que ces use cases existaient déjà, mais je pense qu'on va vers toute une nouvelle série de use cases. Merci beaucoup, on me fait signe. Merci beaucoup, Vincent. Merci à tous. Merci, messieurs. On va continuer à parler data, évidemment, avec cette fois-ci Clémentine Antunes, la CMO de Hyundai, et Étienne de Fumel, qui est partenaire chez DBI, et qui vont nous expliquer justement comment Hyundai a optimisé son média à l'aune des ventes. Je vous incite à vous rejoindre sur scène.
Alors bonjour à tous, je suis Étienne de Fumel, partenaire chez DBI, qui est l'agence de conseil en data marketing du groupe Havas. Et je suis ravi d'être accompagné de Clémentine, CMO de Hyundai Motor France, pour vous parler de l'usage de la data dans la stratégie média de Hyundai. L'accélération de la data chez Hyundai, elle a commencé il y a un petit peu plus de 2 ans, quand Clémentine m'a demandé il faut que je pilote mes investissements médias sur les ventes faites en concession. Donc, à partir de là, toute une histoire autour de la data a débuté chez Hyundai et je te laisse, Clémentine, présenter ce qu'est la marque et ce que sont les données chez Hyundai pour contextualiser tout ça. Merci, Étienne. Effectivement, alors déjà pour démarrer, on va tous prononcer la marque Hyundai. Comme ça, je sais que... Pardon. Pas de souci, mais comme ça, quelques personnes de plus sauront prononcer notre marque correctement. Et ça fait plaisir. En fait, effectivement, on évolue dans un contexte qui est complexe. Pour ceux qui touchent de près ou de loin l'industrie automobile, vous le voyez peut-être, on est aujourd'hui confronté à des changements majeurs. C'est une industrie en complète transformation. Transformation parce que le consommateur aujourd'hui envisage l'automobile différemment d'avant. Le Covid a accéléré beaucoup de changements aussi de comportement, notamment le fait de pouvoir faire moins de déplacements finalement et agir à distance. Et le second qui est au final ma voiture est mon engin de liberté plus que de mobilité. Et donc ça a aussi fait évoluer les choses. Deuxième grosse transformation ou gros changement, c'est l'électrification, où du coup, tout d'un coup, l'industrie automobile est obligée de vendre des voitures électrifiées de par la réglementation et aussi de par les changements de comportement dont je parlais juste avant, avec des consommateurs beaucoup plus engagés dans l'écologie. Et c'est intéressant d'en reparler notamment au sujet de la data, et donc ne plus consommer la voiture comme avant, ou en tout cas réfléchir à une industrie, à une consommation, on va dire, de l'automobile plus vertueuse. Donc ça a engagé tous les acteurs de l'automobile à réfléchir autrement leur marketing et leur communication média autour de ces nouveaux modèles. Troisième changement aussi, c'est la complication dans laquelle on travaille. On est dans un monde complexe. On avait le Covid qui avait du coup complètement stoppé notre activité. Il a fallu la redémarrer, reproduire des véhicules. On a eu des problèmes de composants. Là-dessus, je pense que je ne vous apprends rien. Et puis, malheureusement, la guerre en Ukraine nous a aussi imposé de nouveaux coûts liés aux matières premières. Et puis là, plus récemment maintenant, l'enjeu, c'est aussi de pouvoir faire arriver nos véhicules à bon port, puisque vous le savez peut-être, on a aussi des ports maintenant qui sont bloqués et qui ne permettent plus de faire arriver les véhicules. Donc ça, c'est le contexte marché. Donc vous voyez, c'est un contexte assez complexe dans lequel on évolue. Alors Hyundai Motor Company, c'est le 3e constructeur mondial, mais en France, c'est la 7e marque avec 3,2% de part de marché. Donc on est petit. Mais on a du coup un enjeu aussi de progresser avec des solutions plus malines. Quand il y a 2 ans, avec Étienne, on se posait la question d'être plus efficace dans nos actions marketing et d'abord médias, on s'est dit, OK, il y a un premier enjeu déjà, c'est de connaître notre donnée. Pourquoi ? Parce que, comme beaucoup de constructeurs auto, on ne s'est jamais vraiment soucié de comment on l'a collectée, cette donnée, comment on l'organisait, on l'uniformisait et puis on l'utilisait. Alors oui, la data, c'est le grand mot à la mode et tout. Et donc, c'est vrai qu'on se posait beaucoup de questions en disant, OK, la data, mais moi aussi, je vais faire de la data. Mais en fait, déjà, connaître sa propre data, c'était un vrai enjeu pour un constructeur automobile. Les cycles de renouvellement d'un acheteur automobile sont assez longs également. Donc, c'est sûr que la collecte, la connaissance, l'enrichissement, l'organisation avant de l'activer, c'était vraiment nécessaire, mais ce n'était pas primordial au départ pour l'achat, le renouvellement d'un véhicule. Deuxième sujet, c'est qu'on voit bien que les consommateurs évoluent et que leur relation aux marques, en fait, est notamment on va dire, bouleversée aujourd'hui, et ils veulent une communication plus personnalisée, plus authentique, plus précise. Tu parlais tout à l'heure de greenwashing. Clairement, parler automobile aujourd'hui à ses propres clients et parler automobile à ses prospects, c'est quelque chose où il faut faire un peu attention. L'éco-responsabilité, le véhicule propre, le tout électrique. Ça nécessite de l'éducation, puis il faut être aussi très authentique, très précis dans notre communication. Et donc, intégrer la donnée aussi dans le cadre de ces communications-là, c'était important. L'autre point, c'était une manière aussi d'innover, puisque en travaillant avec Havas, en travaillant avec DBI, on a une sensibilité au digital qui est très forte. Aujourd'hui,
plus de 60% du mix média chez Hyundai Motor France, c'est dans le digital, et 40% en télé. Donc on avait pris cette avance-là par rapport au reste de l'industrie automobile, mais on devait encore innover. Alors innover, c'est au cœur de l'ADN de la marque, puis c'est aussi notre seule façon de pouvoir exister et accélérer dans un marché qui est quand même dominé par les marques françaises et puis les marques européennes implantées depuis plusieurs années. Alors pour innover avec la data et donner vie à ces projets que l'on mène avec Hyundai, il est nécessaire d'avoir une approche très stricte et qui est basée sur 3 principes. Le premier, c'est l'expertise. Le deuxième sont des méthodologies fortes que l'on a mis en place. Et le troisième, c'est de s'appuyer sur des technologies et des partenaires efficaces qui nous permettent d'accélérer. L'expertise, elle est essentielle dans 3 domaines dans ces projets data marketing. Le premier, c'est forcément l'expertise data qui permet d'aller chercher la donnée où elle est, pouvoir la collecter, la transférer vers les bonnes plateformes. Le second, c'est l'expertise média qui est essentielle pour savoir quels sont les touchpoints, quels sont les médias ou les données qui nous intéressent et comment on pourra s'en servir après en activation. Et la troisième expertise essentielle, c'est celle que vient de présenter Clémentine, c'est la connaissance du marketing de l'automobile et du marché automobile. Donc en combinant ces 3 expertises, on a la complémentarité humaine qui permet de donner vie à des projets data et c'est la manière dont on travaille, c'est une proximité extrême de ces différentes compétences. Le deuxième axe sont les méthodologies et on s'appuie sur différentes méthodologies chez Hyundai pour mener à bien nos projets. Le premier, c'est l'usage systématique des use cases. Alors on en parle beaucoup des use cases, on en a entendu beaucoup dans cette conférence. Ce qu'est un use case, c'est très important à comprendre déjà pour l'ensemble des équipes marketing avec lesquelles on travaille autour de la data. Un use case, c'est une assurance que tout développement technique ait une valeur business. Et concrètement, chez Hyundai, on met en place ces use cases sur des documents très simples qui permettent de vulgariser le projet, d'avoir un KPI de pilotage pour s'assurer si oui ou non le use case d'usage de la data a une valeur business ou non. Deuxième méthodologie, c'est l'usage systématique de la first party data. Donc on en a parlé aujourd'hui. La first party data, elle est bien sûr très utile pour l'écosystème média d'aujourd'hui, la disparition des cookies tiers, l'augmentation de la privacy. Mais c'est aussi une opportunité parce que c'est la donnée qui provient de vos propres clients, de vos propres utilisateurs. Et le fait de mieux connaître ses clients, ça permet de créer des listes d'audience ou des segments plus efficaces pour mieux adresser ses prospects. Troisième axe sur les méthodologies, c'est l'usage de l'algorithmique. Alors on parle des algorithmes qui sont contenus dans les plateformes marketing, qui permettent de mieux cibler, de mesurer ce qui ne l'est plus de manière déterministe. Mais aussi on parle d'algorithmes que l'on a mis en place chez Hyundai pour aider les équipes métiers à mieux comprendre leurs prospects, qui permettent de prédire les comportements, qui permettent d'identifier les prospects chauds à pouvoir activer en médias. Et enfin, dernier point, c'est l'activation, qui est l'ADN des projets data que l'on mène chez Hyundai. C'est-à-dire que ce n'est pas l'activation que l'on crée de la valeur dans les projets data et que l'on permet d'utiliser la donnée de la bonne manière. On parle d'activation média dans le pilotage, mais aussi on parle d'activation CRM, PRM, de personnalisation, ou voire même d'activation sur les lieux de vente. Troisième axe et dernier de nos stratégies sont les technologies sur lesquelles on s'appuie. Et pour développer ce pilotage basé sur la data, basé sur les ventes de véhicules en concession, on s'appuie sur 2 technologies qui sont complémentaires, qui sont Google Cloud Platform et Google Marketing Platform. Donc au travers de Google Cloud, on a les éléments essentiels qui nous permettent de stocker, de processer, d'automatiser la collecte de la donnée et le transfert vers les outils d'activation de Google Marketing Platform qui est automatique et qui limite la déperdition d'identifiants. Alors, pour aller plus loin, excusez-moi. Moi, je peux réagir si tu Je t'en prie, je t'en prie.
Ce que vous dit Étienne, en fait, c'est aussi que par rapport à ce qu'on a pu voir comme cas d'usage cet après-midi, ce qu'on a pu faire un peu différemment chez Hyundai, c'est d'intégrer totalement en fait, la stratégie data au cœur de la stratégie marketing et donc de ne pas séparer et diviser en fait, les équipes en deux. Donc on a vraiment intégré l'équipe data au cœur de l'équipe marketing pour que les cas data qui, au démarrage, de toute façon, sont des cas médias. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile d'aller chercher de la donnée sur le web et de l'activer ensuite en média que de commencer à désiloter, uniformiser toutes les sources de données pour ensuite les activer. Et puis, tout de suite après, on s'est dit, OK, mais on ne va pas s'arrêter là. Nos premiers cas d'usage, c'était de démontrer qu'on avait réussi à améliorer en fait, le pilotage de nos investissements médias sur les ventes. Et je crois que c'est chez Orange, comme on le disait tout à l'heure, nous aussi, on a des ventes intermédiaires. On passe par des concessionnaires, donc aller récupérer la donnée, récupérer l'information du client qui a converti, c'est beaucoup plus compliqué dans ce type de vente que lorsqu'on est en sortie de caisse. Mais après, au-delà des investissements médias générés et en incrément grâce à la data, on part sur toutes les actions marketing. Et donc aujourd'hui, les équipes data, elles communiquent aussi bien avec les équipes CRM, PRM, médias, site web, e-commerce et business. Et donc, c'est le fait d'avoir engagé toute l'entreprise qui est un succès aujourd'hui dans la collaboration. Et en termes de résultats plus concrets, le projet phare qui nous a animés ces 2 dernières années, et que l'on continue d'activer, c'est le projet MAP, pour Marketing Attribution Plateforme. C'est un projet autour duquel on a développé une dizaine de cas d'usage, et on a encore une quinzaine dans la roadmap. En termes de résultats, ce sont ceux que vous pouvez voir ici. Il y a 7 micro-KPI qui ont été identifiés. Les micro-KPI sont les éléments du parcours qui influent sur l'acte d'achat. Et ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est que ce sont des micro-KPI digitaux, pour la plupart, qui ont une influence sur l'acte d'achat en concession, donc sur le fait qu'un utilisateur, qu'un prospect aille se déplacer en concession pour acheter son véhicule. Le deuxième output de cette plateforme MAP, ce sont 4 scores qui permettent aux équipes médias de mieux cibler et de mieux mesurer. Donc on parle de scores d'appétence pour une motorisation, hybride ou électrique, des scores de chaleur sur la probabilité qu'un prospect puisse devenir client, ou des scores de comportement de navigation sur le site web. Est-ce que c'est un client qui viendra seulement prendre une information, ou est-ce que c'est un client ou un prospect qui a besoin d'avoir un parcours long pour pouvoir prendre beaucoup d'informations et se décider? Et l'usage de ces micro-KPI et de ces algos dans le média a permis de multiplier par 2 les taux de conversion des campagnes dans lesquelles on utilisait cette data. Donc voilà les résultats que l'on a atteints. Et Clémentine, si tu peux nous parler des next steps et de la roadmap que vous mettez en place côté Hyundai sur les usages de cette data. Donc, en effet, donc ça, c'est les résultats qui nous ont permis de nous dire qu'on allait dans le bon sens. Donc, en seulement 1 an, on a pu démontrer la valeur de ce pilotage à la data. Et puis, du coup, on a travaillé à accélérer cette connaissance data et à organiser aussi notre équipe marketing avec une équipe data au cœur. Donc, on a intégré une équipe data au sein de l'équipe marketing qui communique aussi bien avec le service relations presse, service partenariat sportif, avec l'équipe produit, parce que là aussi, il y a énormément d'insight data qui sont intéressantes à partager, avec l'équipe CRM, PRM, avec l'équipe communication média et l'équipe digitale, pour que du coup, on puisse avoir vraiment une meilleure connaissance, une meilleure qualité de nos investissements marketing. Puis ensuite, on a impliqué complètement le CODIR, donc mon homologue directeur commercial, directrice vente société, le directeur financier, notre président, parce qu'en fait, là aussi, il faut que ça sorte de simplement la tour d'ivoire média ou la tour d'ivoire marketing pour que ça ait du sens et pour qu'ensuite toute l'entreprise se tourne vers ces spécialistes de la data dès lors qu'il faut pouvoir faire émerger une information qualifiée. Et puis maintenant, on va faire la stratégie des petits pas. C'est ce qu'on aime bien chez Hyundai. Donc le test and learn, on en parlait aussi tout à l'heure. Pouvoir tester, mesurer ce que l'on fait et ensuite généraliser notre activité en ce sens. Il faut que les équipes, au fur et à mesure, se sentent à l'aise, expertes et autonomes du sujet pour du coup continuer d'améliorer aussi notre
connaissance, on a déjà notre maturité. Et puis ensuite, permettre de faire croître la marque Hyundai. Et c'est notre seule raison d'être par rapport aux gros mastodontes des constructeurs automobiles français. Merci beaucoup, Clémentine. Merci Clémentine, merci Étienne. On va terminer cet après-midi avec une dernière réflexion. On va parler marketing mix modeling. Je cherche la zapette. Tu l'as là. Merci beaucoup. Avec Leroy Merlin, qui va vous expliquer justement comment ils ont réussi à optimiser leur mix média en mettant en place du marketing mix modeling. J'appelle sur scène Paul Amaury Cresp et Nicolas Vaudran pour débattre du sujet. Je vous laisse le micro et la zapette si besoin. Bonjour, je suis Nicolas Vaudran de 55. Quelques mots sur 55. 55, nous sommes une data company, un cabinet de conseil spécialisé dans la data marketing et nous aidons nos clients à mieux exploiter leurs données pour avoir une meilleure expérience de marque, que ce soit sur le média, le site ou les apps ou le CRM. Et donc je suis avec Paul Amaury. Bonjour à tous, donc Paul Amaury, moi je suis en charge des sujets trafic, médias et CRM pour le compte de Leroy Merlin France. Donc, nous voulions vous parler aujourd'hui du projet d'internalisation du Media Mix Modeling que nous avons mené avec Leroy Merlin. Avant de commencer, on voulait vous rappeler rapidement ce qu'est un Media Mix Modeling. Donc, ce sont des études qui visent à estimer l'impact des investissements médias ou des actions marketing plus largement sur le chiffre d'affaires ou d'autres indicateurs business comme le recrutement de nouveaux clients ou la fidélisation. L'objectif est d'aider les équipes métiers à arbitrer leur budget entre les différents leviers dans une logique de rentabilité. Et donc, Paul Amaury, est-ce que tu pourrais nous redire un peu quelle était la situation de départ de Leroy Merlin sur ce sujet et puis quel était votre besoin? Oui, pas de problème. Donc, je pense comme beaucoup de gens dans le public, et Nicolas l'a dit tout à l'heure, on avait quand même beaucoup de challenges et on a de plus en plus de challenges à le relever, la privacy, le cookie-less. Et puis, nous, on a quand même un gros challenge et qui est c'est le bouton vert. Challenge des slides pour Nico. Vert, en fait. Voilà. On a quand même un gros challenge et qui est aussi la force de Leroy Merlin, c'est notre offre omnicanal. Donc on a plus de la moitié de notre mix média qui est investi en digital. On a aujourd'hui 10% de nos ventes qui est faite en e-commerce. Donc si on fait le ratio, on a un gros enjeu de mesurer tout ça d'un point de vue omnicanal. Le dernier point est plus un enjeu aussi de comment mieux allouer et mieux appréhender nos actions marketing et médias. Je suis dans une direction omnicanal et marketing ciblé, dans lequel on opère et le média payant et l'animation client, donc tout ce qui est CRM, et également toute la partie promotion et remise. Donc le but du jeu, c'est de pouvoir actionner le bon levier à la bonne pression, qu'elle soit média payante ou pas, pour remplir nos objectifs. Donc on avait l'habitude historiquement de faire des études MMM one-shot avec beaucoup de temps de réconciliation de la donnée et une remise des résultats sans possibilité de suivre dans l'année et d'activer au fur et à mesure. Et donc d'où le besoin et le nouveau besoin qu'on avait avec le projet qu'on a mené ensemble, d'avoir non pas une étude mais une plateforme disponible en live, mise à jour dans le temps et qui soit aussi activable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a creusé par rapport à ce que je vous disais sur la partie organisation sur 3 KPI de mesure et de contribution. Contribution au chiffre d'affaires omnicanal, donc magasin et e-commerce, dont notre marketplace. Contribution au volume de recrutement de nos nouveaux clients. Et contribution aussi aux chiffres la réactivation de nos clients existants. Donc ça, c'est les 3 KPI. Et le dernier point qui est peut-être le plus challengeant, c'est d'avoir la capacité d'internaliser cette plateforme. Donc pour ça, il n'y a pas uniquement les équipes métiers, médias qui participent, mais aussi nos collègues de la connaissance client avec des data scientists, des data analystes pour être capable de l'internaliser à terme et d'en faire un vrai projet d'entreprise. Oui, merci Paul Amaury. Donc finalement, votre besoin, ce n'était pas d'avoir une énième étude sur l'efficacité publicitaire, c'était plutôt d'avoir un outil d'aide à la décision aux mains des équipes marketing pour piloter le média.
Nicolas nous a parlé tout à l'heure de la réduction des cookies, de la raréfaction de la donnée granulaire. Et finalement, ça va dans ce mouvement d'avoir besoin de modèles qui permettent de piloter en continu les investissements médias. Exactement. On voulait vous partager 3 chiffres. Alors, j'espère que je ne vais pas me tromper sur la zapette. Le premier, c'est 6. C'est pour 6 mois de projet. Donc, on a eu ensemble 6 mois de projet sur le build. La première étape, c'est la construction du socle data. Alors, vous ne partez pas de nulle part. Côté Leroy Merlin, vous avez déjà internalisé un certain nombre de choses. Ouais, on partait pas de zéro. On sait souvent dans ces projets-là que c'est un peu le nerf de la guerre et c'est souvent galère de récupérer de la donnée propre, à la bonne maille, avec tous les coûts, à la maille jour, etc. Alors, on a une architecture de données dans l'entreprise et dans le groupe qui est sur GCP. Donc, il y avait déjà beaucoup de données qu'on utilisait pour des sujets de dashboard interne, que ce soit nos données clients, enfin de chiffres clients, attention à ce qu'on dit de tickets de caisse ou autre. Sur la partie média, on a pris nos sièges en direct sur GMP il y a maintenant 2 ans. Donc, on récupérait aussi déjà toutes les données médias par API de façon régulière stockées sur GCP. Donc, on avait sur l'ensemble de la donnée interne déjà 90% de la donnée qui était quasiment structurée. Alors, on a eu quand même pas mal d'évolutions avec vous, mais la donnée de départ était là. Donc, ce qui nous a permis aussi de gagner du temps là-dessus. Ouais, finalement, on a enrichi la data platform que vous aviez déjà avec des données de concurrence, d'autres données externes pour alimenter les modèles. La deuxième étape, c'était la modélisation. Donc, c'est une étape importante. Nous souhaitions être, afin que les résultats soient exploitables, nous souhaitions être granulaires, donc à un niveau rayon de produit, aussi prendre en compte les mailles géographiques. Et nous devions donc être cohérents, aussi bien à un niveau très précis, micro, qu'à un niveau macro. Pour ce faire, on avait 2 méthodologies qui s'offraient à nous, si je simplifie. Une première méthodologie assez traditionnelle qui est basée sur les séries temporelles. Donc pour chaque indicateur, vous mesurez l'impact des campagnes passées sur cet indicateur pour en déduire l'effet sur les campagnes futures. Donc pour chaque indicateur, finalement, vous développez un, voire plusieurs modèles. Et selon le niveau de granularité souhaité, vous pouvez multiplier ces modèles, donc à un niveau national, régional. La multiplication des modèles présente 2 limites principales. En tout cas, c'est ce qui nous a freinés. La première, c'est que c'est un patrimoine de modèles qui va devoir être maintenu. Et quand on veut internaliser, ce n'est pas vraiment un cadeau qu'on aurait fait à Leroy Merlin de donner de nombreux modèles à maintenir. La deuxième limite est les soucis de cohérence. C'est que quand vous multipliez les modèles, eh bien, vous prenez d'autant plus de risques à des incohérences entre ces modèles-là. Donc, nous avons opté pour une autre méthodologie qui est celle de l'agent-based model, donc, ou la modélisation basée sur les agents. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons modélisé des groupes de consommateurs définis par des données externes, des données publiques et par les données de segmentation de Leroy Merlin. Et nous avons simulé le comportement d'achat de ces consommateurs qui sont influencés par des facteurs internes à Leroy Merlin, comme la publicité, ou des facteurs externes à Leroy Merlin, comme la publicité de ses concurrents, comme la météo ou autres. Et donc, comme nous simulons ces comportements d'achat, eh bien, on met à jour en une seule fois, on a les résultats en une seule fois de l'ensemble des indicateurs. Finalement, on fait tourner des scénarios d'achat sur ce groupe de consommateurs. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a pas ce risque d'incohérence. By design, en national, finalement, c'est la somme des groupes de consommateurs en micro. On ne multiplie pas le nombre de modèles. Par contre, c'est extrêmement demandeur de données. Et c'est là où il faut être le plus précis possible pour pouvoir décrire ces groupes de consommateurs. Et donc, c'est pour ça que, finalement, pour Leroy Merlin, ça tombait bien. Vous aviez déjà cette data platform avec Google Cloud qui était internalisée, qui nous a permis de décrire ces consommateurs. Et la troisième étape, c'est peut-être la plus importante, c'est la partie résultat. Donc du coup, sur la partie résultat, nous aujourd'hui, ce qu'on peut vous partager, c'est que d'un point de vue contribution globale à notre chiffre d'affaires omnicanal, on est entre 20 et 25% de contribution de l'ensemble de nos actions marketing et médias. Donc toute la partie média payante, qu'elle soit online ou offline, la partie animation client, CRM, et la partie remise. Spécifiquement sur le média, on est entre, je donne des échelles, entre 12 et 15%. Sur toute la partie média. Au-delà des chiffres purs et durs, ça nous a permis, de valider et d'avoir des chiffres précis aussi sur la rentabilité de l'ensemble de nos investissements médias. 2, de valider, donc effectivement, sans surprise,
des gros leviers type télé, search ou autres sont évidemment parmi les plus performants. Ce qui est, d'un point de vue enseignement aussi, c'est de replacer l'animation client CRM au même titre que le média. Alors certes, il n'y a pas de payant qui sort directement sur l'animation client, mais c'est important aussi, nous, dans notre orga et dans le fait de faire jouer tel ou tel levier, d'avoir l'animation client comme un levier média autre, et pas de le mettre en opposition par rapport aux médias paid. Et dernier point sur la partie média, tu en parlais tout à l'heure, Nicolas, ça permet aussi de redonner un peu plus de valeur aux leviers plutôt haut au milieu de funnel. On dit souvent que le display, le social ou autre, forcément en vision last click, se fait un peu écraser ou est pénalisé. Et c'était une des bonnes surprises aussi des enseignements de la plateforme et du MMM, où on voit dans une vision omnicanal aussi, sans mettre de pause vue de last click ou autre, l'impact et les bonnes performances de ces leviers plutôt haut et milieu de funnel, quoi. Et résultat d'un point de vue technique, donc c'est le chiffre du milieu, 50 000 scénarios. Donc je vous ai expliqué les groupes de consommateurs. On a aujourd'hui fait tourner 50 000 scénarios, donc 50 000 scénarios d'achat sur un pool de 100 000 agents, donc de 100 000 consommateurs. Tout se passe comme si finalement vous aviez un panel de consommateurs à qui vous faisiez des tests, avec qui vous faisiez des tests sur leur achat pour voir par quoi ils sont influencés et donc du coup quel est l'impact du média. Ce nombre de 50 000 et de 100 000 agents, 50 000 scénarios, 100 000 agents est extensible. On était au début de projet autour de 10 000 agents, là 100 000, on peut encore l'étendre. En fait, plus on décrit, plus on étend ce groupe de consommateurs. Et puis l'autre avantage, c'est que ces modèles sont évolutifs. Là, on a fait évoluer le média et on est en cours de réflexion pour faire évoluer d'autres actions marketing, puisque finalement, les consommateurs, eux, sont influencés par l'ensemble des actions marketing en même temps. Et donc, ça nous permet de faire évoluer ce type de modèle. Moi, je vais vous partager 2 ou 3 conseils au retour d'expérience sur ce type de projet. Je pense que c'est important pour nos collègues annonceurs aussi. Le premier, c'est qu'on savait à peu près où est-ce qu'on voulait aller. Mais évidemment, il y a toujours des bonnes ou des mauvaises surprises. Donc, on a vachement opéré par itération ou autre avec 55. Ce qui est, je pense, vraiment le nerf de la guerre et pas être arc-bouté sur un premier brief qui, au final, évolue. Le deuxième point, c'est que c'est important sur le type de projet ici de plutôt se projeter moyen et long terme et avoir la capacité, notamment avec l'ABM, de creuser d'autres pistes, comme tu disais, Nicolas, pour pas avoir quelque chose où on repart de zéro à chaque fois et refaire une modélisation, parce que sinon, en fait, on est tout le temps sur du build et jamais sur du run. Et le dernier point, mais qui est dû aussi à notre organisation et la direction de ma boss, c'est qu'on a mené ça plutôt avec des équipes métiers et médias, clients. En revanche, on n'aurait pas eu la même rapidité, la même fiabilité ou autre sans avoir nos copains de la connaissance client, qui sont aussi dans la direction, avec les data analysts, data scientists, qui eux sont dans les bases GCP toute la journée, et qui ont, pour internaliser ce type de projet ou autre, si on n'était que métier, média, on allait dans le mur. Donc c'est un projet très média, très marketing, mais en fait derrière il y a aussi les gens de la data et de la connaissance client qui je pense aussi ont été fortement contributeurs avec vous pour expliquer les bases, comment aller les chercher, les analyser, etc. quoi. Très bien, merci Paul-Marie, merci à tous. Merci Nicolas, merci à tous. Merci messieurs. Yes. Hop, tu peux le poser là. Merci messieurs, merci à tous les partenaires qui nous ont présenté leur cas d'usage tout le long de cet après-midi. J'invite ceux qui sont présents avec nous à poursuivre maintenant les échanges autour d'un petit rafraîchissement. Et je remercie aussi ceux qui nous ont suivis en ligne, à distance, de leur attention. Merci à toutes et à tous et à bientôt.